Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Une fin de grève, un homme accompagné d'un enfant robot, le box-office de la semaine et les sorties de la semaine prochaine, c'est le programme de ce nouvel épisode de La Nuit des Sorties. Moi c'est Ista, et je suis accompagné de Hal. Bonsoir Hal. Salut, ça va? Bah ça va et toi? Bah écoute, ça va, les chaleurs vont revenir, ça va me saouler, mais écoute. Oui, ça va me saouler aussi, bien sûr. C'est vrai. On est team froid ici. Exactement. Et est-ce que tu as vu des belles choses cette semaine? Ouais, j'ai vu des belles choses, on va en parler, et il y a des choses que j'attends aussi, donc ça va être... En plus, il y a eu pas mal de choses cette semaine, donc j'ai hâte. Ouais, bah sur le coup, comme j'ai annoncé en début d'épisode, il y a la fin de grève des scénaristes qui a commencé, donc sur le coup, on va en parler, donc on commence tout de suite avec l'actu. Donc voilà, on a appris, donc c'était quand, sur le coup? C'était lundi dernier, il me semble que c'était oui, lundi, ouais. Parce qu'on avait enregistré dimanche et puis c'était le lendemain, sur le coup. Ouais. Ou c'était le mardi, je ne sais plus. Non, c'était le lundi, mais il devait encore signer l'accord. L'accord, il était pas encore signé, on n'a pas eu l'accord tout de suite. L'accord, il a été signé le mardi. Il y avait les membres qui devaient le signer. C'est ça en fait le truc. Il y a eu un accord et il a été signé le mardi dans la nuit pour nous, dans la journée pour eux, bien sûr. Et ben on va faire un point grève des scénaristes alors. Ouais, c'est ça. Bah déjà ça a duré très longtemps, sur le coup. Ça, ouais, je crois que ça a duré 4 mois. 145 jours, je crois, quelque chose comme ça. Dans les 140. Ouais, ça fait 4 mois et demi à peu près, un truc comme ça, ouais. Ouais, c'était plus long que celle de 2008 qui a duré 100 jours. 100 jours, c'était en 2008. Qui avait bien foutu la merde aussi, dans les productions. Oui, je rappelle Prison Break. Voilà. Transformers 2 et Quantum of Solace. Je crois que 24 aussi avait été pas mal affecté à l'époque. Ah, je regardais pas. Bah moi non plus, mais j'avais un pote qui regardait. Ça avait l'air d'être un enfer cette série. Cette saison, je crois je sais pas combien il y a de saisons, mais... C'est vrai que ça a duré longtemps, je crois, hein. Alors que moi, je croyais que c'était une série où genre il avait 24 heures pour régler un truc, mais chaque saison c'est la même chose, je crois. C'est un peu bizarre. Je crois que c'est chaque épisode, il a 24 heures pour régler un truc, je crois. Ah non, moi je crois que c'était genre une saison de 24 épisodes, et genre, c'était 1 heure à chaque fois, tu vois. Ouais, je crois qu'on n'a pas du tout, on connaît pas du tout cette série. J'ai pas vu. Eh, t'as les pros, les fanatiques de la série, ils vont nous tomber dessus. Fais attention. Alors, sur le coup, donc on va parler de l'accord qu'ont obtenu les scénaristes, parce qu'ils ont eu un accord qui est pas mal, sur le coup. Ouais, bah, ils ont quasiment eu tout ce qu'ils voulaient, hein. Bah, c'est ça, hein. Sur le coup, c'est même assez surprenant. Les studios, ils ont vraiment tout lâché, donc voilà, la grève, ça fonctionne, quoi. Hein. Bah oui. Bah surtout quand t'as des forces en tout cas qui sont à l'aide, parce que bon, les scénaristes, ça fait des années qui crient le manque d'argent qu'ils ont, la précarité, le manque de reconnaissance, et même que voilà, avec l'arrivée de l'IA en plus ça accélère tout ça. Mais à partir du moment qu'il y a un mouvement et que tout le monde se lance, en fait c'est là que en plus ils ont été soutenus par les acteurs qui aussi ont du problème. Et là tout de suite quand des forces en tout cas se regroupent, je pense que t'es obligé de faire changer les choses, parce que bon, ils sont trop forts ensemble, quoi. C'est un peu ça là. Ouais, je crois qu'il y a eu aussi un côté où les studios ont été mal vus par l'opinion, l'opinion publique. Sur le coup, là, c'est Zaslav et Iger qui dit ça, ils comprenaient pas pourquoi ils passaient pour les méchants et tout, mais oui, ils passaient c'était les méchants, et ils sont passés vraiment pour les méchants sur le coup. Et enfin, ils vivent hors sol, là, ces mecs-là. Ils vivent dans un autre monde, quoi. Ils avaient pas du tout l'impression d'avoir d'avoir des contrats honteux, quoi, avec leurs scénaristes. Enfin, c'est fou, quoi, cette histoire. Ouais, c'est clair. Mais ouais, sur le coup, l'opinion était pas de leur côté, elle était du côté des scénaristes, et je pense que ça a beaucoup joué quand même. L'opinion populaire, ça fait quand même beaucoup, je pense aussi, sur les négoces comme ça. Ouais, je pense aussi. Après, il y a tout un truc de, ils peuvent pas faire de promo pour les films. Aussi. Ils ont eu pas mal de flops. Warner, Disney cette année, je pense qu'ils savent que
Et en plus là, ça a duré longtemps, quoi. Longtemps sans scénariste, sans acteur, tu peux pas. C'est compliqué quand même de faire un film, même si ils aiment bien utiliser. De toute façon, ils misent tout sur les VFX, ces studios-là, mais sans ça, ça prouve qu'ils pouvaient pas faire grand-chose. Là, ils ont senti que ça commençait à chauffer. On a vu énormément de décalages de Marvel, ce qui avait été décalé. Warner a décalé Dune. Enfin, il y avait plein de soucis à ce niveau-là, quoi. Et je pense que au bout d'un moment ils se sont rendus compte que ils étaient pas aussi, ça reste des mecs ultra puissants, hein, mais qu'en gros ils étaient pas aussi puissants qu'ils le pensaient, quoi. Et ils ont dû céder. Ils pensaient tout remplacer par une IA, et sur le coup, ça va être compliqué. Sur le coup, en tout cas avec l'accord là, ils pourront pas. En tout cas, ils pourront pas le dissimuler aux scénaristes. Ouais, parce que là, donc ils ont tenu pas mal de protection contre l'intelligence artificielle. Donc sur le coup, l'IA ne peut pas écrire ou réécrire du matériel littéraire, et le matériel généré par l'IA ne sera pas considéré comme du matériel source. Donc oui, donc sur le coup, ça veut dire que c'est obligé d'être un scénariste humain qui doit faire le scénario de base, en fait. Oui. Et il peut pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne peut pas réécrire le matériel du matériel. Ouais. Ça c'est important. Oui, c'est vrai qu'il pourrait prendre une IA, pourrait prendre un livre et réécrire le truc pour en faire un scénario, en fait. Ouais. Un écrivain peut choisir d'utiliser l'IA, mais le studio ne peut pas exiger qu'il utilise un logiciel d'IA. Les studios doivent divulguer aux scénaristes si le matériel qu'il leur est fourni a été généré par l'IA ou intègre du matériel généré par l'IA. Donc en gros, en fait, ce qui est bien, c'est la transparence pour le coup. N'importe quel scénariste peut savoir s'il y a utilisé dans n'importe quel compartiment du processus de production, quoi. C'est ça qui est plutôt pas mal, quoi. Après, il laisse quand même le choix d'un scénariste, que le scénariste peut utiliser de l'IA. Je sais pas si c'est bien ou pas, tu vois, je vais pas te mentir, mais si c'est le scénariste qui choisit, après. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent engager un scénariste pour qu'il utilise de l'IA, tu vois ce que je veux dire. Et un genre de yes man scénariste, quoi. Ouais, voilà, tu vois, il fait en mode non, j'utilise. Mais après, moi, je soupçonne qu'ils existent déjà. donc bon. C'est vrai qu'il y a des films, des fois, on se demande si c'est pas fait par une IA, le scénario, mais bon. Ouais, voilà, tu vois. Donc bon. Alors ensuite, la WGA se réserve le droit d'affirmer que l'exploitation du matériel des auteurs pour former l'IA est interdite par l'accord ou toute autre loi. Donc là, ça c'était toute la partie sur l'IA. Ouais, c'est ça. Ensuite, ça a parlé pas mal aussi. Ils appellent ça les residuals. Je crois qu'en français on dit les royalties, en fait, les residuals. Ça, en fait, c'est ce qui gagnent genre les acteurs et les scénaristes quand une série genre Breaking Bad qui a eu pas mal de succès. Il y a eu une deuxième vie sur Netflix, quoi. C'est ce genre de truc, et je crois pas qu'ils gagnent quelque chose, en fait, les acteurs et les scénaristes et tout. C'est ça, c'est que ils se plaignaient que des shows qui fassent des millions et des millions de streams, en fait eux ils se sont fait acheter leur scénario ou alors ils ont travaillé et ils ont eu des miettes de pain, alors que le truc au final ça devient un truc un carton total, et que eux ils ont pas eu du tout, alors que ils pourraient avoir une petite partie de tous ces revenus qui se sont faits, quoi. Et ça c'est plutôt faire, hein, surtout quand on sait ce que gagne un scénariste, même à Hollywood, c'est quand même compliqué, quoi. Un scénariste, ça doit être les moins payés, donc. Oui, les moins payés, les moins reconnus, même reconnus dans le sens respecté, quoi. Même juste ça, c'est toujours les scénaristes, c'est toujours été un truc c'est les mecs un peu du fond, tout le monde s'en fout un peu, quoi. Tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont souvent en grève. Enfin, souvent, pas tellement. plus que les acteurs, en tout cas. C'est pas des stars, quoi. Enfin, oui, ils sont pas dans le vent de la scène, et c'est ça aussi le truc, quoi. Donc par rapport à ça, donc les residuals, donc les studios fournissent les détails à la WGA de l'audience d'une émission, y compris le nombre total d'heures diffusées dans le monde entier. Eh ben ça c'est bien, ça, parce que ça serait bien qu'ils nous les fournissent aussi, les vrais chiffres. Ouais, parce on veut les vrais chiffres de Netflix, nous, parce que des fois on sait pas si c'est les vrais chiffres. Je sais pas, ils te sortent des trucs de telle série a battu le record, un truc, et c'est plein de chiffres qu'on comprend rien. Là peut-être que je sais pas, ils seront peut-être plus transparents vis-à-vis des heures de visionnage, tout ça. Peut-être qu'on en saura un peu plus, en tout cas. En tout cas, ce sera moins le bordel, j'espère. Ouais, on verra, parce que oui, Netflix triche toujours un peu en disant c'est le meilleur truc anglais, je sais pas quoi. Enfin, ils mettent toujours un petit je sais plus le mot, mais enfin, bref. J'ai compris, on a tous compris. Voilà, on a tous compris, ok. Ensuite, les residuals étrangers sont désormais basés sur le nombre d'abonnés étrangers du service de streaming, soit une augmentation de 76%. En gros, ça va être le nombre de nouveaux abonnés étrangers au service de streaming, c'est. Ouais, ok.
Donc oui, international quoi, pas aux États-Unis quoi. Bah ça c'est que sur les residuals internationales entre guillemets, donc en dehors des États-Unis. Et ça va se baser sur le nombre de nouveaux abonnés étrangers du service streaming, voilà. Okay, Ça représente à peu près une augmentation de 76% de leurs revenus. Hein. ça veut dire, mais. Ah, c'est pareil, hein, putain. Ouais. Donc, là, ils ont bien négocié. Hein. Donc les séries, les émissions et les films visionnés par plus de 20% des abonnés nationaux. Donc là, on est sur les États-Unis. Du service dans les 90 premiers jours suivant leur diffusion bénéficient d'un bonus égal à 50% du résidual fixe national et étranger. En gros, s'il y a une série il y a plus de 20% des abonnés de la plateforme qui regardent, ben il y aura un bonus. Voilà. En gros, ça veut dire ça. Il y a un bonus pour les scénaristes. Donc sur le coup, on a même les bonus, on a les détails des bonus sur le coup. Donc pour un épisode de 30 minutes, c'est $9,000, $9,031. Pour un épisode d'1 heure, c'est $16,415. Et pour un film, un film streaming, donc Netflix, Disney+, etc., c'est $40,500. Et bah. C'est pas mal, comme bonus. C'est pas mal, ouais. Et encore, enfin, on dit c'est pas mal, mais en fait, on se rend compte que c'est pas tant que ça non plus sur ce qui touche, hein, Netflix. Ouais, ça devrait être la base, en fait. Ça devrait être vraiment, la base, quoi. Oui, mais quand il disait, quand la WGA parlait de la grève et tout, il disait, en fait, ils ont juste à donner 0,88% de ce qu'ils gagnent, et en fait, c'est bon. C'est qu'en fait, c'est des radins. pendant la grève, pendant la grève, il y avait, ces chiffres qui tournaient qu'en fait, ils auraient même pas donné 1% enfin, tous les studios, tous les services de streaming n'avaient pas à donner à moins 20% de tout ce qu'ils gagnaient, quoi, de leurs revenus, quoi, pour que les scénaristes soient heureux dans cet accord, quoi. Donc, bon. Les scénaristes se sont mis d'accord sur des conditions garantissant un effectif minimum dans ce qu'ils appellent les writers' room, donc les salles de scénaristes. Il faut au moins 3 scénaristes, y compris le showrunner, qui ont la garantie de 10 semaines d'emploi. Une fois qu'un projet est greenlighté, alors là on a un tableau sur le coup, et donc une série de 6 épisodes ou moins, c'est moins, je crois. Quoi. Mini-série, ouais. Donc il faut un minimum d'écrivains dans la writers' room de 3. Il en faut au moins 3 qui soient producteurs. Est-ce que tu comprends comme moi sur le coup Oui, je comprends. C'est que il faut après on verra la suite, mais en gros pour une mini-série, les 3 scénaristes, ça doit être les 3 producteurs aussi de la série. C'est ça, ouais. Et comme ça, je pense que parce que quand ils ont un statut de producteur, ils ont peut-être plus d'argent et plus de pouvoir sur le projet qu'ils ont aussi, hein, je pense. Il y a moyen, ouais. Et donc du coup, il y a moins moyen de se faire remplacer par des IA. Et après il y a l'obligation aussi des 10 semaines d'emploi parce que bon on sait qu'il y a des scénaristes qui se font engager virer tout en moto en 5 minutes quoi. Donc bon. Quand c'est une série qui va de 7 à 12 épisodes, donc c'est un minimum de 5 scénaristes dans la writers' room et il en faut au moins 3 qui soient producteurs. Et ensuite quand c'est une série qui a plus de 13 épisodes, il faut 6 scénaristes et donc dont 3 qui soient producteurs. Ouais, c'est ça, c'est le nombre de scénaristes producteurs, il change pas, mais le nombre de scénaristes pour ce genre de série. Enfin, plus il y a d'épisodes, en tout cas, dans cette série, plus il devrait y avoir de scénaristes, du coup. C'est ça. Après, des séries de 13 épisodes et plus, ça se fait plus trop. Ça se fait plus beaucoup, je trouve. Le format 13 épisodes, si, je crois. Quand même, il existe encore. 13, oui, mais plus que 13, plus trop, quoi. Mais je crois que c'est pour ça qu'il y a 13 plus, mais, je crois que The Walking Dead, c'était 16 épisodes, quand même. Walking Dead, c'est 16. Ouais, mais là, tu vois, les séries qui sortent en ce moment, les spin-offs, la Daryl et tout. Ouais. C'est 6 épisodes, hein. Ouais, c'est parce qu'ils ont rien à raconter. Ouais, c'est possible. Mais je l'ai pas vu. Après, je ne critiquerai pas. Il paraît que Daryl, c'est bien. Donc, Oui, bon, après, ils disaient ça pour Negan, ils disaient ça pour la saison 11. Enfin, c'est bon, j'ai arrêté de me faire avoir, moi. Alors, selon le nouvel accord des scénaristes, les studios devront fournir les données de streaming à la WGA sous NDA. Il doit fournir le nombre total d'heures de streaming dans le monde. La WGA est ensuite autorisée à partager les informations avec les membres sous forme agrégée. Ouais. Voilà. Bon, du coup, on saura pas les données, c'est ça. On saura pas non, les parce données. que c'est sous NDA, donc ouais, sur le coup, il donnera pas. Ouais. Après, ça dit que ils sont autorisés à la donner aux membres, mais je sais pas, sous forme agrégée, ça veut dire quoi exactement? Je sais pas trop.
enfin c'est les personnes qui sont qui sont titulaires d'un poste, en tout cas qui ont le poste nécessaire quoi pour recevoir ces informations. Donc je pense que c'est juste des gens qui ont le niveau d'autorisation assez haut quoi. J'ai l'impression que je parle de la CIA, mais je parle juste de trucs comme ça. Parce que ça, alors qu'on parle de... Alors, j'ai pas dit ce que c'était la WGA, mais c'est la guilde des scénaristes, The Writers Guild of America. Mais la grève n'est pas finie pour autant, puisque la SAG-AFTRA, donc c'est la guilde des acteurs, est encore en négociation, et des nouvelles négociations arrivent, du coup quand vous entendrez ce podcast, ce sera hier, du coup, et on a hâte de voir où ça va mener. On a bon espoir que ça... Je pense que, bon, voilà, il y a une sorte d'entrain qu'avec la fin de la grève des scénaristes, ça entraîne la fin de la grève des acteurs et qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, mais la route n'est pas finie. Bah, clairement, il y a beaucoup d'acteurs qui disaient qu'il y avait, genre, dans ce que demandait la WGA, qu'il y a genre 80% des demandes qui sont à peu près la même chose. Donc, à voir, mais ça peut peut-être se finir assez vite. Il y a moyen que dans la semaine, ça se finisse. À voir ce qui se passe, en fait, lundi. Parce que, là, ils vont se rencontrer sur le coup, à voir s'ils trouvent un accord ou pas, quoi. Ou si ça fait comme la WGA qui mettent plusieurs jours à trouver un accord mais ça, voilà, en tout cas, ça sent quand même la fin, moi, je dirais. Parce que comme on a eu la fin de la WGA, je pense que la SAG-AFTRA, ça va suivre derrière. En tout cas, c'est plutôt positif, en tout cas. Après, on verra. Après, faut voir si les VFX artistes se mettent en grève après. Et après, ça recommence, mais... Ouais, mais oui, c'est vrai. Mais, bon, pour faire la promo et tout, t'as pas besoin des VFX artistes, sans le, mais bon. Ouais, mais pour faire leur film, ils ont besoin des VFX artistes. C'est vrai, donc, c'est vrai. Ils sont capables de sortir avec 100 VFX les films, je pense, les studios, tout ça bien sûr. Comme la version que certains ont connu, une certaine version de Wolverine's Origins. Voilà, c'est des légendes. La légende. Bon, écoute, est-ce qu'on n'irait pas voir ce que les studios nous ont prioritisé? Je sais pas si c'est un français comme mot. Dont ils ont donné la priorité. Parce qu'il y a plein de studios qui ont parlé de ce qui comptait, attaquer dès cette fin de grève. Alors sur le coup, Netflix, on commence avec Netflix, eux, ils prévoient de donner la priorité à la finalisation des scripts de la saison 2 de Wednesday et de la dernière saison de Stranger Things. Donc c'est pas vraiment étonnant, hein, c'est les plus gros cartons, ça fait partie des plus gros cartons de Netflix. C'est les séries les plus attendues, je pense, avec Squid Game sûrement, peut-être. Ouais, clairement. De la plateforme, donc pas de surprise à ce niveau-là, et HBO qui a aussi parler des priorités, c'est la même chose, c'est la saison 2 de The Last of Us, la saison 3 de Euphoria et la saison 3 de The White Lotus, donc les plus gros cartons, hein. The White Lotus, je crois que c'est j'ai peut-être n'importe quoi, mais je crois que c'est un peu moins un carton, mais vu le nombre de prix que la série a reçu, ouais, c'est ça surtout, c'est un truc, c'est assez prestigieux, quoi, donc ouais, mais tu vois, il y a pas House of Dragon, parce que House of Dragon, ils ont pas été atteints par la grève. Sur le coup, ils ont continué le tournage et tout, surtout continué parce qu'ils étaient en Angleterre sur le coup, donc et je crois qu'ils avaient fini le script avant la grève, il me semble. Ouais. Donc on a aussi suite à cette fin de grève donc on a le scénario du film live action Minecraft qui est terminé et le tournage peut avoir lieu au printemps, voilà, si la SAG-AFTRA trouve un accord, quoi, parce que bon, c'est toujours pas, mais si la SAG-AFTRA, ce que je pense va arriver, il y aura tournage au printemps prochain de Minecraft, le film avec Jason Momoa. Ouais, très bizarre ce projet. très chelou. Très étrange. Ouais. Mais écoute, je suis intrigué. En fait, je vais juste voir la bande d'annonce pour voir ce qu'ils vont nous préparer, tu vois. Et après la bande d'annonce, je saurai que si ça va me plaire ou pas, mais j'ai un peu complètement barré. Tu sais, Barbie, on était un peu comme ça aussi, hein. Et est-ce qu'ils ont un réel attaché au projet? Ouais, c'est donc Jared Hers. Soit il a fait des séries. American Gladiator, The Last Man on Earth. Ouais, bon, en tout cas, c'est pas... Il a réalisé quand même des comédies des années 2000 qui sont un peu cultes, genre Napoléon Dynamite ou Super Nacho. Voilà. Oh putain, Super Nacho. Ah oui, ça j'ai vu. Avec ça. Jack Black. Avec Jack Black, ouais. Ouais, non, ça va pas être fou, hein, je pense. Je crois que je le sens pas là. Écoute, on verra. C'est vrai que c'est pas le niveau de Greta Gerwig. Un petit point Marvel. Un petit point Marvel, allez, c'est bon. On aime Marvel. Vas-y. Enfin, moi j'aime bien. Marvel va mettre la priorité sur Deadpool 3 si la grève de la SAG-AFTRA finit, parce que sur le coup ils ont arrêté en plein tournage
Et je crois qu'il ne restait pas tellement à faire en fait. Il me semble qu'ils ont accéléré le tournage pour pouvoir le finir assez vite, et après et leur but c'était de partir en reshoot après. Et ben c'est exactement ce qu'ils vont faire là maintenant. C'est qu'en fait ils ont terminé le tournage hyper rapidement pour moins payer, et de toute façon ils savaient qu'ils pouvaient pas, je crois, parce qu'ils avaient pas le droit d'improviser sur le tournage, donc pour un film Deadpool c'est quand même chaud. Du coup là je pense qu'ils peuvent improviser, et donc je pense qu'ils vont se lâcher plus sur les reshoots. Ouais, oui, bah, c'est fort possible. Mais ils doivent quand même sortir ce film je sais qu'on a une date, c'est au printemps. Je crois que c'est en mai. Et bon, c'est plus très très loin en vrai, mais Non, ils vont repousser sûr. tu crois? Je suis pas sûr, parce que je me disais, tu vois, tout ce qu'ils ont tourné là, bah en fait ils ont peut-être fait toute la post-prod, parce que les trucs de VFX, bah les équipes de VFX ne sont pas en grève, quoi. Donc tu vois, est-ce qu'il reste beaucoup à faire? Ouais, je sais pas. Après, est-ce qu'ils vont finir les VFX d'un truc qui est à moitié tourné? Tu vois, je suis pas sûr du tout. Bah je pense, hein. Je pense qu'ils ont donné quand même les images qu'ils avaient, et que ils ont bossé dessus sur les... Non, mais comme le film, je sais pas combien il était tourné, et peut-être qu'il manque beaucoup de scènes et tout, donc peut-être que ça va être... Je sais pas comment ça marche au niveau des VFX, mais est-ce qu'ils ont pas besoin quand même d'avoir des scènes complètes, quoi, pour que ça marche bien, quoi? Ben je sais pas, parce que les VFX c'est pas pour avoir entendu parler des gens un peu qui bossent là-dedans, c'est genre ils leur donnent une séquence, tu vois, et genre il faut que un truc, tu sais, il y a des spécificités. J'avais vu un mec qui était qui avait spécialité de genre les poils sur Sonic ou les trucs comme ça, tu vois. Tu vois, c'est genre des trucs comme ça. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, mais les séquences, ce que je veux dire, c'est qu'elles sont peut-être pas terminées du tout, quoi. Enfin, peut-être qu'elles sont pas finies de shooter du tout. Je sais pas si ils peuvent faire une moitié de séquence. Bah, il me semble qu'ils ont fini de tourner à Londres, je crois Je crois qu'ils étaient à Londres et ils devaient partir à New York. Il y avait une news comme quoi ils devaient partir tourner à New York et ils l'ont pas toujours pas fait. Donc c'était censé être, c'était la semaine où la grève c'est arrivé, quoi. Donc ouais. Faut voir. S'ils ont tous les trucs qu'ils ont tourné à Londres, je pense que tu vois, ils auraient peut-être pu. On verra. De toute façon, s'ils repoussent pas, ça veut dire qu'ils ont bossé dessus, je pense, pendant l'été sur les VFX, sur la post-prod quand même un petit peu, quoi. Parce que sinon, je vois pas comment ils ont fait. Bah, je pourrais pas te dire. Je ne sais pas. Après, peut-être que ça va être repoussé, comme tu dis, c'est possible. Je pense que ça va être repoussé, parce que même là, si là ils veulent retourner vite, mais le temps qu'ils retournent en production, et après, enfin, tu vas laisser combien de temps aux équipes VFX pour finir le film? Ils vont être en rush total, quoi, je pense. Donc, je sais pas. Ouais, mais quand tu vois qu'avec Ant-Man 3, ils ont tourné des trucs en janvier pour une sortie en février. Ah oui, non, mais ça va être l'enfer. Hein. Ouais. Donc sur le coup, en parlant de Deadpool, on va parler des X-Men aussi. Donc on a enfin des news pour un film X-Men chez Marvel Studios. Bah, ils vont rencontrer des scénaristes pour le premier film X-Men du MCU sur le coup. Et bah ils ont lancé une offre, quoi, sur le coup. Ils vont rencontrer plusieurs scénaristes, et puis je crois, enfin ça disait dans l'article que en gros on saurait pas avant fin 2024 qui est le scénariste. Ouais, bon, bah en tout cas les X-Men ce sera après Secret War, tout ça, quoi. Je pense que ça sera. Ouais, clairement, je pense ça. Je pense qu'ils veulent pas les intégrer avant. Ça me paraît compliqué. Non, mais ils font beaucoup de rêves quand même dans les trucs qui sortent. Ouais. Bah, après là on va en voir plein avec le film Deadpool 3. Normalement on va avoir pas mal les mutants, même si c'est l'ancien univers mutant sur le coup. Après il y a tellement de rumeurs sur les caméos de Deadpool 3 que... Oui, mais on a Wolverine et Deadpool, quoi, qui sont oui, ça c'est sûr, mais je me souviens la rumeur que Gambit serait joué par Channing Tatum, qui devait jouer Gambit à l'époque. Il y a des rumeurs sur n'importe quoi. Oui, ça part un peu dans le loin. Bah ça me fait penser à Strange 2 qui avait beaucoup de rumeurs comme ça et qui se sont pas avérées vraies. Et il y en a certains qui ont été déçus pour ça. Bon, c'était un peu débile même. Et sinon Disney+, Disney+ ont fait ce que Netflix a fait avant, et en vrai, enfin pour moi c'est pas une surprise. Je l'avais dit au moment où Netflix a voulu lancer le truc, et tout le monde va vouloir le refaire. Et bah voilà, Disney+, en plus ils ont perdu énormément d'abonnés cette année. Avec Warner aussi avait perdu pas mal sur leur plateforme. Sur Max. C'est ça. Et donc fin du partage de mots de passe qui va commencer en novembre, mais qui commence d'abord au Canada. Donc et après on sait très bien que dans les mois qui suivent ça va s'étendre, et on pourra plus partager son petit mot de passe Disney+. Si on n'est pas dans la même maison, quoi. Si on n'a pas la même adresse IP.
Je comprends pas la stratégie parce que comme tu dis, ils perdent plein de clients et bon, je sais pas, est-ce que ça va Mais marcher, ouais, mais ça a marché, hein. Netflix, ils ont gagné des abonnés après avoir fait ça, hein. Ouais, mais c'est Netflix, tu vois. C'est pas Disney. Enfin, Disney Plus, c'est pas comme Netflix, je trouve, dans le, comment dire. Netflix, c'est vraiment devenu, tu sais, on dit Netflix and Child ou des trucs comme ça. C'est vraiment devenu le truc que tu regardes. Tu sais pas quoi faire, tu mets Netflix. Ouais, mais je pense quand même qu'il y a pas mal de gens qui veulent rester abonnés à Disney Plus ou qui vont vouloir suivre les trucs et en fait, je pense que la stratégie, elle a bien marché. De Netflix, moi je m'y attendais, je savais que ça allait marcher, mais c'était les seuls, je crois, qui avaient gagné des abonnés à un moment où tout le monde perdait, quoi, à cause de leur stratégie de fin de partage de mot de passe. Je pense qu'ils vont gagner des abos. Après, sur le long terme, plus personne se plaint de Netflix maintenant, tu vois, de leur partage. Tu sais, les gens, ils ont accepté ça. Bon, c'est triste, hein, mais je pense qu'ils vont gagner des abonnés grâce à ça. Mais sur le long terme, est-ce que ça va quand même éponger tout ça? Je suis pas sûr, hein. Là, ils ont quand même eu des énormes pertes. Bah, en fait, ça dépend pour moi mais il me semble qu'ils vont le faire, qu'ils vont fusionner Hulu avec Disney+. Et, tu vois, parce que là, Hulu, il y a des séries quand même assez populaires. Bah, il y a The Bear, tu vois, qui est vachement, tout le monde en parle et tout. Je pense que, ouais, si ça fusionne avec Disney+, avec Hulu, là, il y a peut-être moyen que ça fonctionne, quoi. Ouais, bah écoute, on verra ce que ça donne. Après, pour le coup, je pense que cette stratégie va malheureusement marcher. Voilà. On passe au Nemesis. Au Nemesis? Au Nemesis de Disney, bah c'est Warner, quoi. C'est pas vraiment Nemesis, mais c'est les rivaux sur le marché, quoi. C'est vrai. Bah, en tout cas, sur le marché des super-héros, oui, et ouais, bah, écoute, Warner, sur le coup, bah, on parlait par rapport à la grève des scénaristes, et sur le coup, bah, maintenant, ils voudraient ils vont ils vont donner la priorité, voilà, à finir le script de The Batman, partie 2. Oui, bah, ça semble logique, parce que c'est une des prochaines sorties, qui arrive, quoi. Donc, après, là, on va parler du DCU. Le DCU, il n'y a pas encore besoin James Gunn, lui, il a pas arrêté de travailler, je pense, sur Superman, mais ouais, je pense qu'après, ce sera l'univers de James Gunn, la priorité, tout. Enfin, après, je crois que c'est James Gunn qui s'en occupe pas mal de ce côté-là, de aller chercher des scénaristes et tout ça, quoi. Après, lui, je crois qu'il est très impliqué dans tous les films, donc je sais pas s'il va peut-être pas scénariser tous les films non plus, mais en tout cas, il va peut-être mettre la main à la pâte sur pas mal des films. Ouais, c'est possible. Par contre, sur The Batman partie 2, je pense pas, parce que ça, c'est ce qu'il appelle des S-World. Donc, ça, c'est Matt Reeves de son côté qui fait son truc, je pense, et puis c'est tout, quoi. C'est ça. Ouais. Mais ouais, mais ça a des derniers gros succès de chez DC, je crois, The Batman. Parce que depuis, je suis en train de... il y a eu que des échecs, sur le coup. Ouais, Black Adam. Après, il y a eu Black Adam, tout ça, et c'est l'enchaînement d'échecs. Bah ouais, Black Adam, Shazam 2, Flash, Blue Beetle, c'est pas bon. C'est pas bon au box-office, quoi. Enfin, sans parler de la qualité des films, quoi, ça a pas rapporté d'argent, quoi. Mais James Gunn est là pour sauver le monde de DC, non? Bah écoute, on espère, sur le coup. Donc là, il a parlé sur... c'était sur Threads, je crois. Donc le réseau social de Zuckerberg. Ouais, d'Instagram. Ouais, d'Instagram. Donc sur le coup, il a donné 4 noms qui vont revenir, sur le coup, qu'on a vu dans le DCEU, dans le DC Extended Universe. Donc John Cena en Peacemaker qui va revenir, Viola Davis en Amanda Waller, Xolo Mariduena en Blue Beetle, je le dis avec l'accent et tout, et Freddy Stroma en Vigilante, donc un personnage qui est dans Peacemaker. D'ailleurs, t'as pas vu toi Peacemaker, je crois, hein? Non, j'ai pas vu Peacemaker, mais les personnages qui disent qu'il sait revenir, ça m'étonnerait pas, quoi. Ça m'étonne pas du tout, en tout cas, parce que de toute façon, le personnage de Peacemaker, c'était un peu son projet à lui. Viola Davis, il prépare la série Waller qui arrive, donc voilà. Et Xolo Mariduena, il avait déjà dit que le personnage reviendrait, même si le film n'est pas le premier film d'ici, où son personnage il reviendra, quoi. Ouais, Amanda Waller, elle est dans The Suicide Squad aussi. Oui, ouais. Bah, John Cena aussi. Bon. Bah oui, c'est ça. Sur le coup, c'est un peu lui qui l'est... Non, Amanda Waller, c'est pas lui qui l'a lancé, mais Peacemaker, oui, clairement. C'est lui qui a fait ce perso au ciné. Vigilante, moi je suis content, parce qu'il est très cool. Sur le coup. J'ai pas encore vu. Je regarderai. Bah, quand tu regarderas Peacemaker, tu vois, le personnage, il est chouette. Après, de toute façon, même dans le DCU, ils resteront de leur côté, je pense. Ils seront pas impliqués dans les grosses histoires. Donc, voilà.
Ouais, Peacemaker, je sais pas trop, ouais, c'est vrai que c'est pas un perso. Mais je le vois pas dans la Justice League, quoi. Ouais, c'est ça, non, clairement pas. Par contre, il me semble, t'as dit Waller, mais Waller, je crois pas que c'est fait par James Gunn, hein. C'est fait par quelqu'un d'autre, hein, Waller. Il me semble. Il était pas dessus, la série Waller. Je crois qu'il est juste producteur ou un truc comme ça, mais il est pas... Oui, mais je je sais pas si c'est le scénario, mais il est impliqué dedans, en tout cas, quoi. Bah, Peacemaker, c'était vraiment, tu sais, c'est vraiment du showrunner et tout. Là, pas, Waller, c'est pas lui. C'est une femme, je crois, je sais plus comment elle s'appelle. Et c'est pas lui au scénario, sur le coup. Lui, il a fait le scénario de Créature Commando. James Gunn précise que tout ce qui précède Créature Commando et Superman Legacy n'est pas canon. Certains acteurs joueront des personnages qu'ils ont joués dans d'autres histoires et certains points de l'intrigue pourraient être cohérents avec les points de l'intrigue des dizaines de projets d'ici passés. Ouais, bah ça a commencé à faire chauffer la tête des gens. Mais bon, ouais. J'ai plutôt pas mal compris le truc. C'est juste qu'il y a certains acteurs qui, bah, comme le principe de multiverse, quoi, qui vont jouer les mêmes personnages. Donc, là, Peacemaker, peut-être qu'il joue le même personnage, mais c'est pas dans le même univers que dans de l'ancien DCU de Zack Snyder. Ouais, ils font un genre de soft reboot. J'ai un peu l'impression, tu sais, qu'ils vont faire pareil avec le Daredevil de Charlie Cox dans sa série. Oui, bah c'est ça, ouais. Enfin, après, ça c'est une autre histoire, mais ça c'est pas clair toujours. Ça. Oui, c'est pas clair. On sait toujours pas. Donc voilà. Alors lui, au moins, il dit que non. Même s'il y a des acteurs qui reviennent, faut pas prendre en compte ce qu'ils ont fait dans les autres films. Bon, il dit le canon, il commence, voilà, Créature Commando. Et à partir de Créature Commando, là, ce sera canon, tout sera relié, machin et tout. C'est ça. En vrai, c'est pas si dur à comprendre, il y a tout le monde qui se prend la tête, mais c'est pas si dur à comprendre, je trouve. C'est juste, attendez les projets de James Gunn et tout sera relié, et puis tout ce qui vient du DC Extended Universe, il est mort, voilà, c'est tout. Fin d'histoire, et voilà, quoi. Je pense que ça glissera quand ça sortira. Ouais, bah, c'est ce qu'il avait dit, ouais, je comprends que vous comprenez pas tant que les projets sont pas sortis, mais vous comprendrez quand ça sortira, quoi. Et bah, on peut ajouter les dernières news à cette section actualité, là, les Golden Globes qui nous gratifient. Encore une fois de 2 superbes catégories l'année prochaine. Donc, en vrai, il y en a une, ça va. Genre, ils ajoutent la meilleure performance d'un stand-up, d'un comédien de stand-up. Ça, pourquoi pas hein. Pourquoi pas, en vrai. Enfin, moi, ça me dérange pas. Les Globes, ils récompensent les séries, ils récompensent tellement de trucs que oui, les stand-uppers, ils méritent peut-être aussi d'être récompensés. Mais ils ajoutent aussi une nouvelle catégorie qui s'appelle l'achievement, donc l'accomplissement dans le box office. Donc c'est en gros tous les films qui ont dépassé un certain chiffre au box office. Je sais plus c'est combien, mais en gros c'est les films plus de 100 millions de dollars, il me semble. Voilà, c'est les films qui ont le plus rapporté au box office, au-dessus de 100 millions de dollars, vont pouvoir concourir pour ce Golden Globes. Donc on va récompenser le film le plus populaire de l'année. Moi je trouve ça un peu stupide parce que si le film c'est le plus populaire de l'année, bah il a pas besoin d'un award. L'award c'est qu'il est le film le plus populaire de l'année, donc c'est complètement débile. Enfin, c'est même pas je sais pas comment ils vont faire ça, quoi. Ils vont dire quoi, c'est le meilleur, c'est quoi? Est-ce que c'est celui qui gagne le plus d'argent, ou c'est parmi ceux qui ont gagné le plus d'argent on va décerner qui est le meilleur? Enfin, c'est très bizarre cette catégorie, mais bon, les Golden Globes, ils sont très bizarres aussi au niveau des catégories. Ils avaient, c'était The Martian, Seul sur Mars, qu'ils avaient nominé en comédie. Nominé en comédie, ouais. Tellement, enfin, parce qu'ils voulaient pas le mettre en drame et tout, donc c'est vraiment un bordel ce genre de cérémonie. Et là, je trouve que c'est un peu ridicule. J'ai un peu plus de détails là, parce que je suis en train de regarder. Ouais, donc ça dit, les films sont éligibles pour le prix s'ils atteignent un total brut de recettes au box-office de 150 millions de dollars ou plus, dont 100 millions de dollars doivent provenir du box-office national américain. Ouais. Il y a écrit, alternativement, un film peut obtenir une audience en streaming numérique proportionnelle reconnue par des sources fiables de l'industrie. Les films sortis après le 22 novembre et jusqu'à la fin de l'année peuvent être éligibles en fonction des performances projetées en box-office ou des visionnages streaming numériques provenant de sources industrielles fiables. Candidats aux réalisations cinématographiques et au box-office peuvent également être considérés pour le meilleur film dans leur catégorie respective s'ils remplissent les conditions d'éligibilité pour chacun de ces prix. Une fois qu'un film répond aux critères de qualification liés au box-office ou aux critères de streaming, les électeurs des Golden Globes nomment un total de 8 nominés pour cette catégorie. Donc, il y a des sur les plateformes, ça peut... Ouais. Les blockbusters de plateforme, quoi. Aussi, ouais.
Ah mais donc là ils vont devoir donner les chiffres là. Ils vont devoir donner les vrais chiffres là, Netflix là. On veut les chiffres, oui. Ouais bon ça c'est stupide je trouve. En gros, ils disent après parce qu'il y a des déclarations de la présidente des Golden Globes et en gros, elle dit qu'ils veulent reconnaître que ces films ne sont pas reconnus parmi les prix de l'industrie, mais ils devraient l'être. C'est vrai que les blockbusters ils se sont souvent un peu mis bon à part voilà. Oui, après les succès populaires, enfin ça dépend quand même, mais en tout cas les blockbusters de divertissement, ils sont pas du tout reconnus aux Oscars quoi. Mais faire une catégorie box office, je pense que c'est juste pour les éloigner des autres awards et contenter les gens peut-être aussi, ouais. qui sont pas contents quoi. Moi je veux que mon blockbuster de divertissement il soit nommé dans les meilleurs films, tu vois, enfin tu sais dans les meilleurs dramas ou trucs comme ça. Bah non, dans ta catégorie de blockbuster. Oui, genre il mettrait Avatar 2 et il serait pas dans le meilleur film. Ouais. Ouais, il a gagné meilleur blockbuster. Qu'est-ce que vous voyez bien. Enfin, bref. Après ça fait gagner un prix parce que de toute façon Avatar 2 il gagne pas contre Everything Everywhere All at Once, tu vois. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'il devrait gagner, c'est pas qu'il devrait se contenter d'un prix au rabais là quoi. Après je dis Avatar 2, je crois juste parce que c'est le dernier. Oui, non mais c'est le gros blockbuster qui a cartonné, voilà, qui était aux Oscars quoi. Donc ensuite on va continuer avec on va parler un peu d'horreur avec le studio A24. Donc il serait en tête de file pour acquérir les droits de la franchise Halloween auprès de Miramax. Et pour rappel, ils sont aussi déjà en train de produire une série Crystal Lake prévue pour 2024, qui est une préquelle du premier film Vendredi 13. Ouais, bah écoute, ça m'enchante pas de fou parce que bah la saga Halloween, bon il y en a que j'aime bien dans les reboots et tout, mais là je crois qu'en série et même bon, Vendredi 13, j'ai vu que le premier film et après je t'avoue que toute la saga c'est pas trop mon truc, mais alors la saga Halloween j'aime bien. Mais là, pour le coup, en série, ça va pas marcher. C'est comme Scream, ils avaient fait une série Scream. Enfin, tu peux pas faire 13 épisodes dessus, quoi. Au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. 13 épisodes, enfin, je veux dire, quand ça dure trop longtemps, ça devient juste débile, quoi. Tu sais, c'est des concepts que ça tient sur une nuit, ou une petite semaine, ou un truc comme ça. Là, tu te retrouves, comme dans Scream, tu te retrouves, mais les mecs, ça fait 2 mois, ils sont là, ils se font pourchasser par le mec, quoi. Au bout d'un moment, t'en peux plus, tu te dis, mais ils sont cons, ils sont tous devenus débiles, quoi. C'est prévu, tu peux faire une série qui se passe sur toute une nuit, hein, c'est possible. Hein. Ouais, mais la nuit, elle va être longue. Hein. Ouais, tu me diras, c'est un slasher, parce que là, je pense à Hannibal, tu vois. T'as la série Hannibal, qui était quelque chose de différent. Ouais, mais c'est pas un slasher, Hannibal. C'est pas un slasher. Un thriller et tout. Et... Non, bah comme c'est le studio A24, je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont faire, parce que peut-être... Tu sais, on a été surpris. Il paraît que la série de Chucky est bien. Moi, j'ai entendu qu'elle était bien, la série de Chucky. Je l'ai pas vue, donc j'ai pas d'avis, mais bon, peut-être que... ça peut peut-être être bien, quoi. Moi j'attends de voir. Écoute, je ne demande qu'à être surpris. Ouais. Maintenant, bon, je serais pas... ça me tente pas, en tout cas. Ouais, oui, bah ça, je peux comprendre. Ouais, ils ont déjà fait des séries télé, eux? Alors, ils ont fait Beef, sur Netflix. Que moi, j'avais bien aimé, sur le coup, qui est une comédie, une genre de comédie noire, je dirais. Mais je trouvais que c'était vachement bien écrit et que c'était assez chouette. Donc, c'est pour ça, je suis... pourquoi pas, quoi. Ok, bah écoute, à voir. Bon, on passe aux sorties de la semaine et on va vous parler du choc de cette semaine, du nouveau blockbuster américain The Creator. Dans un futur proche, les humains et l'intelligence artificielle se livrent une guerre sans merci. Joshua, un ex-agent des forces spéciales fragilisé par la disparition de sa femme, est recruté pour traquer et neutraliser le créateur, l'insaisissable architecte d'une IA avancée à l'origine d'une arme qui pourrait mettre fin à la guerre. The Creator, 80 millions de budget, le nouveau film de Gareth Edwards qui revient après 7 ans, après Rogue One, et après Godzilla, et après Monsters, son premier long métrage, qu'il est fait pour quelques milliers d'euros, qui est assez impressionnant. Et il nous revient avec un film de SF, à gros budget,
original, incroyable à Hollywood. Ça, c'est pas fait depuis tellement d'années. Et en plus, enfin, je dis gros budget. 80 millions de budget, c'est pas si... C'est pas énorme, hein. Shazam 2, c'est plus que ça, hein. Malheureusement. Et on en parlera. Écoute, tu veux que je commence à en parler ou tu veux... Ouais, vas-y. Bah écoute, moi j'ai plutôt été séduit par The Creator. En vrai, je trouve... Bon, pour le coup, je vais mettre un truc assez clair, il y a rien de neuf. En vrai, c'est pas un blockbuster... frais dans le sens où il va aller dans des trucs de SF qu'on n'a jamais vu. Il y a des thèmes, voilà, des trucs qu'on a déjà vu, le transhumanisme, voilà, le racisme avec les robots, enfin tout ce genre de choses, c'est des trucs qu'on a déjà vu. Et même les personnages, les parcours, je veux dire, le parcours du personnage principal qui va avec une enfant, en tout cas un enfant, enfin ça fait très de Last of Us, la route, tu sais, c'est des trucs, des parcours comme ça, mais en vrai c'est pas très grave parce que je trouve que c'est plutôt bien fait, même s'il y a des trucs quand même que scénaristiquement je trouve un peu en dessous quoi. Mais et en plus les sujets ils les traitent pas juste par-dessus la jambe, tu vois, c'est pas juste une toile de fond. Je trouve il explore pas mal son propos politique dans le film, parce qu'il y a tout un parallèle avec les Américains, la guerre en Irak, la guerre au Vietnam, parce que le film, une grosse partie du film se passe en Asie, et donc bah ça va rappeler quand même la guerre en Vietnam, mais surtout les Américains qui font une guerre contre un autre pays sur des raisons plus ou moins floues. Bah on a déjà vu ça avec la guerre en Irak avec Bush après la chute des deux tours. Mais après la vraie réussite du film, alors je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est visuellement, le film il est magnifique. Donc on a eu Greg Fraser à la photo, il est pas tout seul, il y a Oren Sofer avec lui, je crois que c'est un de ses apprentis. Et bah pour le coup, encore une fois, bah Gareth Edwards, moi c'est ça que j'aime dans ces films, même Godzilla que j'aime pas trop. Franchement, quand le monstre il apparaît, enfin tout le travail sur le gigantisme, tout ça, bah là on sent quand même l'ampleur des explosions, on sent même il y a plein de détails dans l'arrière-plan, dans les gadgets, dans le truc. Enfin, moi je trouve, et en plus les FX sont impeccables quoi. 80 millions de budget, il a 200 millions de moins que de Flash. Bon, ils ont pas les mêmes problèmes, il y a des problèmes de production avec de Flash, mais c'est pour dire quoi, à quel point, comparé à ces grosses productions, lui, son film, tu te poses pas une fois la question de, ce petit moment-là, est-ce qu'il est un peu, non, tout est clean, et ça, c'est parce que Gareth Edwards, il a commencé dans les effets spéciaux, et c'est pour ça que son premier film, Monster, il avait été plutôt apprécié, c'est que, avec très peu de budget, les effets spéciaux qu'il avait, c'était hyper impressionnant, quoi. Quand j'ai vu Monster il y a pas longtemps, c'était le seul film que j'avais pas vu. Et en vrai, le film, les effets spéciaux, franchement, ils sont sympathiques, tu vois, sans plus. Mais quand j'ai vu le prix que ça avait coûté, je me dis non, c'est pas possible. C'est pas possible, t'as des films, avec beaucoup plus qui arrivent pas, quoi. Mais c'est parce qu'il a tourné dans des décors naturels, il a utilisé un peu de je sais plus quoi là. J'ai vu qu'il avait une caméra pas chère à $4,000, je crois. Oui, il a utilisé une caméra à $4,000. Il a tourné. En plus, il a tourné assez rapidement pas mal de scènes, mais il a utilisé des décors naturels dans lesquels il a rajouté des incrustations au lieu de créer des sons verts. Bah oui, tout à créer après, donc ça coûte 100 fois plus cher d'un coup, hein, déjà, je pense. C'est ça. On a tout à faire. Et donc, lui, je pense qu'il a une idée de comment il va implanter ses effets spéciaux, vu qu'il a travaillé là-dedans, et du coup c'est pour ça que ça marche aussi bien, quoi. Et peut-être que d'autres studios devraient s'inspirer de sa méthode, je sais pas, je dis ça comme ça, tu vois. Bon après, quand t'as Avengers et que tu dois réunir 50 000 acteurs au même endroit, c'est compliqué d'aller dans des endroits naturels et tout. Après ils l'ont fait sur Andorre. Faut pas qu'en Andorre qui recommence, mais ils ont fait des décors naturels dans Andorre. Bah, je suis sûr que ça marche très bien dans Andorre. Après, enfin, Star Wars, pour le coup, je trouve que fond vert ou pas fond vert, c'est toujours impeccable les FX. Donc, pour moi, c'est pas de trucs à dire. Enfin, toute l'ambiance du film, les décors, enfin, l'Asie, les grands champs, les grands moments d'explosion, la ville un peu futuriste, moi j'aime beaucoup. Il y a un très bon sound design aussi, toutes les armes, toutes les moments de guerre aussi, ça marche pas mal. Et la DA, moi j'adore le gros vaisseau. Ça me rappelle oui. Mass Effect. Enfin c'est pas un vaisseau, mais en gros il y a une espèce
Ouais, c'est ça, un satellite de la mort, quoi. Ouais. Un satellite qui est là pour Qui tout lance des ravager. bombes de malade, là. C'est ça, bah moi il me rappelle un design un peu Mass Effect, mais pour ceux qui vont connaître, les espèces de appareils qui te permettent de voyager entre les galaxies. Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Attends, oui, je crois. Ça me dit un truc. C'est censé être de la technologie protéenne qui était laissée et qui permet de voyager. À chaque fois avec ton vaisseau, tu utilises ça pour bref. Et il y a pas mal, enfin il y a un melting pot de pas mal d'inspiration et je pense que c'est assez sympa de retrouver ça. Et je vais te laisser parler parce que j'ai pas mal parlé et après on parlera du scénario et des personnages parce que là par contre c'est là où le bas blesse un peu. Ouais, en vrai, j'ai pas grand chose plus à dire. Je trouve que oui, que pareil, que je trouve que la DA est incroyable, que l'image, en tout cas, est assez folle. Je sais qu'il y a une image là où il y a même les designs des robots, genre il y a un robot moine là. Justement, je pense à cette image. Il y a un robot moine et tu vois le nomade là. Et je sais pas, il y a un plan que j'ai trouvé assez fou au cinéma. Donc, pour moi, oui, c'est un film à aller voir au cinéma parce que visuellement, c'est assez fou. Mais moi, ouais, j'ai eu du mal j'ai pas accroché au personnage, en fait. Et ça, c'est un petit peu un problème, sur le coup. C'est le problème que j'ai avec Gérard Garret Edouard. Je trouve il arrive pas à faire en sorte que je m'attache à ces personnages. C'est pareil avec Jyn Erso et, justement, Cassian Andor dans Rogue One. C'est pas des personnages que je trouve incroyables, ou que je m'attache à eux, que je suis content de revoir, ou quoi. Godzilla, c'était pareil avec le personnage de merde, comment il s'appelle l'acteur? Aaron Taylor Johnson. Voilà, qui je trouvais assez plat. Et ouais, là, en fait, ça a pas marché sur moi, l'émotion et tout, parce qu'il essaye quand même de mettre de l'émotion dans celui-là. Il y a des moments assez, tu pourrais y verser ta petite larme et tout, mais sur moi, ça a pas trop marché. Mais je trouve qu'il y a des séquences qui sont assez folles. Pareil, je pense à une scène sur le pont avec des robots explosifs, là. Je le trouve assez folle, ce passage-là. Et rien que l'intro, elle te met dans une ambiance. Enfin, le débarquement là des Américains. Oui. Toute la première séquence, elle est géniale, quoi. Le gros vaisseau qui fait des lumières bleues. Enfin, ça marche de fou. C'est ça. C'est quand il est avec sa femme sur l'île, là, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Et je trouve qu'il y a des personnages aussi qui, c'est dommage, en fait, ils sont pas assez développés, il pourrait être là. Il y a, tu sais, à un moment, il y a un personnage qui est avec sa femme, je sais pas si tu vois. Sa femme qui est une robot, qui est une meuf robot. Oui. Et je trouvais que la meuf robot, elle était bien, mais en fait, tu la vois en 10 minutes dans le film, quoi. Sur le coup, je trouve ça un peu dommage. Et même lui, tu le vois pas longtemps, au final. Et, ouais, j'ai pas accroché de ouf au personnage, et c'est un peu dommage, quoi. Parce que, visuellement, ça va être tout, ça claque. Clairement, ça claque. Ouais, je suis à moitié d'accord avec toi, parce que, je pense qu'il y a un gros problème au niveau des persos. Ouais. Déjà, moi, je pense qu'il y a un gros problème au niveau de l'acteur principal. Ah ouais. Moi, John David Washington, je trouve pas hyper bon. Enfin, ça fait 2-3 fois que je le vois au ciné. Je le trouve pas si charismatique que ça. Je trouve pas qu'il y ait une palette d'émotions très folle, quoi. Donc bon. Là, c'est peut-être ça, hein. Je pense que déjà ça joue pas mal, mais après, pour le coup, je pense sur Tenet, peut-être ça passait un peu mieux parce que il jouait un personnage hyper froid. Oui. Donc peut-être que ça il le jouait bien, mais même le charisme, je trouve pas qu'il a un charisme de fou. Mais l'émotion a marché. À la fin quand même, je trouve que à la fin quand même ça m'a pris un peu, tu vois, l'émotion. Je vais pas spoiler, mais il y a des trucs assez émotifs qui se passent, et là pour le coup ça a marché, mais je pense que c'est plus parce que la petite. Ouais, c'est plutôt la petite, on le voit. Attends, je vais chercher quand même son nom parce que ça se fait pas. Ouais, après je pense qu'il y a la musique et tout qui fait. Moi j'ai failli à la fin, mais c'est pas venu. Tu vois, donc c'est un mode dommage. Trop de la coup. Madeleine Yuna Voiles, voilà, c'est okay, la petite qui mais je la trouve super bien, enfin elle vole un peu le show, hein, je trouve. Oui. Et elle est très émouvante et tout, donc et même le parcours du personnage et des personnages autour, je trouve que ça marche plutôt bien, quoi. Et c'est juste que j'ai un problème d'acteur et bon, il y a aussi des personnages, je trouve il y a un problème, genre la méchante, c'est pas la méchante du film, mais Alison Janney, donc le personnage du colonel. Ouais. Par contre, la caractérisation de ce perso, c'est un truc de fou, c'est genre on la rencontre et la meuf elle te fait toute sa backstory en 1 minute, elle te dit donc tu sais, elle commence à pleurer là dans le vaisseau et tout, elle te raconte tout son truc en 2 secondes et en mode ok, c'est bon, ça c'est réglé. Maintenant, elle passe en mode méchante, en mode méchant tout film, quoi, tu vois. Et je suis en mode bon, c'est un peu dommage d'avoir fait ça, quoi. Et alors à la fin, j'avoue que bon, il y a des facilités de fou, il y a des trucs, des incohérences, des facilités, parce que ça accélère pas mal, quoi. Et je trouve ça un peu dommage pour le coup.
il y a tout un truc, pour pas spoiler, mais pour que les gens y comprennent, il y a un mode veille, il y a tout un truc du mode veille et du mode éteint. Je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire. Et il y a un truc, et ça ressort à la fin, et j'y crois pas 2 secondes que personne n'a capté. Genre, c'est impossible, quoi. Mais, enfin, il y a pas mal de trucs comme ça qui, à la fin, voilà, me sortent. Mais la fin, elle est tellement impressionnante visuellement que, franchement, je pardonne un peu ça. Et, par contre, t'as parlé de la musique, mais la musique de Zimmer, je m'en souviens plus. Non, ouais. C'est plus c'est quoi. Non, mais bon, ouais, c'est vrai que moi non plus, je m'en souviens pas tellement, sur le coup, ta musique. Mais juste à la fin, je sais qu'il y a une musique qui monte et voilà, qui veut te faire un peu pleurer et tout, à la toute fin, quoi. Mais, Oui, bah, en fait, cette musique-là, je m'en souviens un peu parce qu'elle est liée à l'émotion d'un passage, mais c'est ça, ouais. c'est tout, quoi, de tout le film. Ouais, non, il y a pas un thème qui revient ou quoi. Enfin, en tout cas, moi, je m'en souviens pas, sur le coup. Je m'en souviens pas du tout de sa musique sur ce film-là. Pareil. Et après, c'est un peu le défilé aussi de certains persos, Ken Watanabe, tout ça, là, c'est... Il défile tout ça assez rapidement, quoi. Ouais, donc, sympa, en fait, mais bon, un peu, ça pourrait être mieux. Mais c'est le problème de Gareth Edwards, je trouve, de son cinéma en général, c'est les personnages. Hein. C'est vraiment son souci. Hein. Bah, dans Monsters, c'est un peu différent parce que c'est une genre d'histoire d'amour, un peu. Et là, ça va, les personnages, je trouve, assez attachants. Donc, on se dit, j'aime pas du tout ces persos parce que je pense qu'ils l'intéressent pas. Et dans Rogue One, je pense aussi que les réécritures ont fait que certains persos ont pu briller, mais effectivement, moi, les persos principaux, c'est pas ceux que je retiens le plus. Moi, c'est plus le personnage de Donnie Yen et de son acolyte. Il y a un robot aussi, il y a K2SO, ouais. C'est ça, il y a même le personnage de Riz Ahmed, je le retiens un peu plus que les autres. Donc, et le méchant était super aussi dans Rogue One, faut dire. Oui, Manuel Johnson, ouais. Et là, en vrai, je pardonne les problèmes de scénario parce que c'est quand même le plus beau blockbuster de l'année pour moi. Je réfléchis, mais je crois que c'est ça. Je me dis qu'il y a plein d'autres, mais oui, non, je pense que c'est le plus beau blockbuster de l'année et un des meilleurs pour moi, même si il aurait pu être mieux. Vrai Barbie. C'est pas la même ambition. C'est pas la même chose. Mais oui, c'est pas du tout la même chose. Bah, la SF c'est bien, et si on passait à Ahsoka? C'est aussi la SF sur le coup, hein. Oui, bah c'est pour ça que j'ai fait une transition. Ah oui, ça comprend pas mes transitions. Bah super. Ah là là. Vas-y, on va vous parler d'Ahsoka, l'épisode 7. Everyone in the Order knew Anakin Skywalker. Few would live to see what he became. By the end of the Clone Wars, I walked away from him and the Jedi. In this war, you will face more than just droids. As your master, it's my responsibility to prepare you. I won't always be there to look out for you. I could use the help. Once a rebel, always a rebel. Don't be afraid. And trust your instincts. I know you can do this, Ahsoka. Alors, l'épisode 7 d'Ahsoka, donc là, c'est la suite. Ahsoka arrive finalement sur la planète où se trouve Sabine, et va donc rejoindre Sabine et Ezra, et va s'en suivre une petite bataille, enfin pas mal de petites batailles dans cet épisode. Ista, notre spécialiste Star Wars, qu'en as-tu pensé? Ah bah écoute, moi ça marche toujours sur moi comme série, sur le coup. Je me suis éclaté. J'ai pas compris les gens qui disaient qu'il se passe rien, parce que je trouve pas qu'il se passe rien. Il y a beaucoup d'actions sur le coup, parce qu'il y a une bataille de vaisseaux, il y a du combat de sabre laser, il y a une course poursuite. Ouais, moi je trouve que ça bouge beaucoup en tout cas. Ouais. Et bon, là peut-être la scène du début est un peu faite pour faire du fan service. En fait, elle raconte peut-être pas grand-chose la toute première scène avec le procès, quoi. Même si moi, il y a quelques passages qui m'ont fait rire, notamment avec Chopper quand il s'énerve contre le sénateur, ça m'a fait marrer. Mais sinon, ouais, moi c'est toujours un vrai plaisir de voir Baylan aussi. On apprend, enfin Baylan et Shin aussi qui sont toujours aussi cool, aussi charismatiques. Et je me pose des questions sur ces persos encore, et j'espère qu'on aura des réponses la semaine prochaine. Et toi, t'en as pensé quoi? Bah moi, tu sais que je les adore, moi les deux, Baylan et Shin. Mais là, sur le coup, il y a une vraie émotion, sur Baylan qui se sépare de son apprenti, on sent qu'il est un peu emotional, j'allais dire. Je parle anglais. Non, un peu,
ému entre guillemets, et je trouve que ils sont super dynamiques les deux, ça marche super bien. D'ailleurs il y a un petit passage, j'en parlais avec un ami commun, Cyril, qui était pas d'accord avec moi sur un truc, mais je pense qu'ils veulent la faire, en tout cas l'apprenti Shin, qu'elle soit un peu attirée par le côté lumineux, parce qu'à la fin Ahsoka lui demande viens, je vais t'aider, en gros elle lui propose son aide, et elle est je vois qu'elle a un... Elle hésite, ouais, elle hésite. Elle est pas en mode hésitante, genre, oh putain, je suis terrible, mais je sens qu'il y a un petit attrait quand même dans son jeu, en tout cas, à l'actrice, que potentiellement ils ouvriraient peut-être cette porte dans la saison 2, quoi. Et écoute, je suis d'accord avec toi, avec le fanservice au début. Alors, voir ces 3 PO, c'est super, voir, Anakin, bon là c'est gratuit total, mais j'avoue que j'étais en mode, ouais, non, trop bien. On les voit, mais franchement, ce début, les 10 premières minutes, c'est hyper mou, quoi. Et Hera, elle sert toujours à rien. Elle a son propre truc, là, où elle se bat contre le conseil, on s'en fout. Franchement, y a pas, c'est pas connecté avec l'histoire. C'est connecté, mais tellement de loin, et tellement pas dans l'action. Et là, je me dis, mais, putain, si elle vient pas dans l'épisode 8, Hera, mais toute la saison, elle va servir vraiment à rien, quoi. La pauvre. Et je me dis, là, il faut qu'elle débarque, mais je sais pas comment elle peut débarquer, de toute façon, d'ailleurs, mais ça veut dire que ce personnage il est là, mais ça, il sera utile peut-être dans les suites ou un truc comme ça, mais hyper déceptif son personnage, quoi. Mais après que tout ça soit fini, en fait, dès qu'Ahsoka elle arrive, d'ailleurs l'arrivée des baleines magnifique là, où je sais pas, avec leur queue ils se referment d'une certaine manière, hyper quadrillé, je trouve que c'était hyper beau ça. Et là, alors là, le film la série là, elle t'en donne pour ton argent au niveau de l'action. On a tous les aspects d'action de Star Wars. On commence, on a une bataille spatiale avec Ahsoka qui doit se cacher, une course-poursuite. Ensuite, il arrive sur Terre, il y a une bataille de sabre laser. Il y a même Ezra qui se bat avec des attaques de force, des points de force, tu vois. Oui. J'avais pas vu ça, moi, j'avais vu ça. J'étais en mode, ah ouais, mais c'est vrai, pourquoi ils font pas ça, tu vois, sur des gros coups de force comme ça. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Et les personnages, je les trouve plus attachants là. En fait, ils ont collectivement, je sais pas pourquoi, Ahsoka et Sabine, d'un coup, ils sont beaucoup plus souriantes. Ils sont beaucoup plus émotifs. Ahsoka, pour Ahsoka, c'est depuis l'épisode 5, en fait. Elle a évolué, et en fait, en gros, elle a fini sa formation, parce qu'au début de la série, ça lui disait, elle disait, ouais, j'ai jamais fini ma formation avec Anakin, machin. Et là, en fait, il lui a fini sa formation, en gros, et en vrai, elle est redevenue la Ahsoka des séries télé, quoi. Enfin, des séries d'avant. Plus joyeuse et tout. Le Clone Wars, quoi, en gros. En plus, elle retrouve son ancienne amie aussi, donc peut-être elle doit être contente. Ouais, aussi. Mais ils la font quand même plus souriante depuis la fin à partir de la fin de l'épisode 5, tu vois que le personnage est beaucoup plus souriant, il fait moins la gueule, elle croise plus les bras, tu vois, tu sais, ils lui font une évolution, comme Gandalf, en mode, on l'appelle de toute façon chez les fans, Ahsoka the White, tu vois. C'est l'évolution du personnage, voilà, quoi. Elle est beaucoup plus chill, elle est libérée, quoi. C'est une Ahsoka libérée. C'est ça. C'est pas si facile. Et là, en plus, je trouve que, pour le coup, Ezra, je le connaissais pas, mais l'acteur qui le joue, je trouve plutôt pas mal, s'attachant au perso, tu vois, il est assez positif, il est toujours un peu, pas content, mais tu sais, enthousiaste, voilà quoi, je comprends pourquoi il l'aimait bien, tu vois, le Ezra avant qu'il parte, parce que j'ai pas vu Rebels, moi, encore une fois. Ouais. Et je suis plutôt content d'avoir cette addition. Et écoute, j'attends de voir la suite, mais j'ai un petit bémol quand même, parce que moi je suis toujours le mec chiant sur Ahsoka entre nous deux. C'est que j'ai l'impression que c'est un peu tout ça pour ça, pas dans le sens genre l'action, je la trouve plutôt pas mal, plutôt généreuse, mais c'est putain, la menace elle est pas très grande quoi. Thrawn il est toujours assis, enfin c'est toujours un coup d'avance. Là il vient d'arriver, on sent qu'il a un petit côté stratège, même si pour moi il a vraiment besoin d'un moment, enfin je pense que la saison va se faire comme ça, il va réussir à se barrer, je pense Thrawn, il va réussir à faire un coup de maître pour montrer qu'il est quand même pas, parce que là s'il finit la saison et il crève, je veux dire bon Thrawn c'est bien beau tout ça, mais il est un peu nul, tu vois, alors que je pense qu'ils vont faire un truc dans le sens où qu'il est intelligent, il va avoir un coup d'avance, il va réussir à partir, dommager nos héros, enfin bref, il va réussir à faire un truc qui le légitime en tant que vraie menace, mais c'est vrai que pour l'instant voilà ils se battent, en plus il y a même pas Bélan qui s'est battu, il y a juste Shin qui s'est battu contre eux, donc bon voilà. Après je pense qu'ils en gardent un peu pour l'épisode 8 évidemment,
Mais voilà, Throne il vient d'apparaître, donc je sais qu'il va pas mourir là. Ça sent la préparation pour la saison 2. C'est un peu dommage. Ah oui, clairement, ouais. Donc en vrai, Ahsoka, je trouve que ça a une bonne évolution, mais c'est un peu en retenue, quoi. Ouais, je suis pas en désaccord hein, tellement avec ça. En vrai, je trouve aussi que en fait c'est que la saison est courte comme d'hab avec Disney+. Et j'aurais bien pris 10 épisodes, tu vois. Enfin parce que en fait le truc c'est que Throne il arrive qu'à l'épisode 6 et il y en a 8. Donc bon c'est dur d'installer une menace en 2 épisodes quoi. Surtout qu'ils sont pas ultra longs non plus les épisodes, ils font 45 minutes quoi en gros. Donc ouais, je suis un peu d'accord sur le coup mais j'espère que ça va bien péter là dans le dernier épisode et ouais j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps la saison genre 10 épisodes même comme Andor 12-13 pour avoir un vrai truc ça c'est comme Marvel ça c'est 6 épisodes j'ai toujours l'impression que ça suffit pas et que ça rush un peu sur la fin on verra écoute, mais je vois ce que tu veux dire c'est ce petit côté un peu trop introduction à ces séries ouais. Et les saisons suffisent pas vraiment assez par elles-mêmes, c'est un peu ça. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Mais bon, globalement, depuis l'épisode 4, moi je suis plutôt ravi. Bon, bah c'est bien. Et oui. Parce que c'était mal parti, quoi. Bah... On passe à The Continental. Ouais. Et bah, on va vous parler de l'épisode 2 de The Continental. This is more than vengeance. This is justice. Can you dig it? Let's take this house and everything that comes with it. And away we go. Alors, The Continental, l'épisode 2, ça se concentre sur la formation d'une sorte d'équipe pour Winston Scott, du coup, donc le personnage de Ian McShane, qui va prendre le contrôle du Continental et qui va s'attaquer à Mel Gibson, et là, il prépare sa petite équipe, donc il y a pas mal de persos qu'il va aller chercher pour ça. D'ailleurs, la semaine dernière, on n'a pas parlé de l'intro musicale. L'intro musicale de The Continental. En vrai, la musique est sympa, le truc est sympa, mais même les visuels, mais ça fait un peu... J'ai l'impression que toutes ces intros, ils se ressemblent. Tu sais, depuis Game of Thrones et Daredevil. Ah oui. Tu sais, c'est oui. toujours le même genre d'intro stylisé comme ça, avec la même genre de musique. Et du coup, je trouve que c'est un peu impersonnel, mais c'est sympa. Mais voilà, c'était juste une petite note sur l'intro parce qu'on n'en avait pas parlé. Oui, le générique, ouais. C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de génériques comme ça. Mais je crois qu'il y a une boîte qui les fait, genre, je me demande si peut-être celui de Game of Thrones Daredevil a été fait par la même boîte. Je sais plus, mais j'avais vu qu'il y a une boîte qui en fait plusieurs et ils se ressemblent un peu tous sur le coup. Ouais, bah oui, c'est ça. Quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les génériques se ressemblent un peu tous, avec des effets visuels un peu similaires. Ouais. Et là, bah, je commence l'épisode et je vois 1h20. Putain, je me dis, 10 minutes de moins que le précédent. C'est ça de gagner. Et bah je m'ennuie toujours autant. C'est peut-être même pire que le premier, j'en sais rien. Je ne sais pas te dire si c'est pire ou pas pire. Mais il y a un vrai problème avec les personnages que je suis attaché à aucun d'eux quoi. Aucun d'eux me stimule quoi, même leurs enjeux et tout. Vraiment, il y a des personnages, leurs enjeux, je les ai oubliés. Il y a un mec, il y a un mec qui est dans le dojo avec eux et je sais plus qui c'est. Je sais pas si tu vois, il y a un mec un peu vieux qui est avec eux. Genre il y a les deux, le frère et la sœur, et donc Winston Scott, et il y a un mec qui est avec eux, et je sais qu'il était là avant, mais je saurais pas te dire c'est qui. Sauf qu'au bout d'un moment, il sort ton frère m'a beaucoup aidé, et tout, pour le dojo et tout, mais j'arrive pas à me souvenir qui c'est ce mec. J'étais en mode, mais la série, il y a tellement de personnages qui te fait oublier les trucs et tout. Le seul personnage où là il y a un peu de truc, c'est qu'elle a un côté un peu émotionnel, c'est la petite amie de son frère qui est décédé dans l'épisode précédent, où elle a des flashbacks, un peu grossiers, mais bon, où tu sais, j'ai un peu d'empathie pour elle, voilà quoi. C'est sympa où elle bute des mecs là, qui est dans le cinéma. Bah, j'allais en parler tout à l'heure de ces trucs-là, mais je trouve qu'il y a un vrai problème de caractérisation de perso. À chaque fois ils présentent des persos, ils sont à peine esquissés. Et là, il reste un épisode. Et je suis en mode, et là, cet épisode, ils t'en introduisent, mais alors plusieurs. Il me semble que le mafieux asiatique était déjà là dans l'épisode d'avant.
Ah ouais? mais en fait, je crois qu'il a tellement pas de dialogue qu'il est pas là. Et là, ils font un petit truc sur lui, mais c'est tellement peu. Et je me dis, mais il reste un épisode. Genre, à quel moment ils vont le développer, ce truc-là. Et au bout d'un moment, il y a Winston qui va voir la reine des sans-abri. C'est-à-dire, elle rappelle un peu le personnage de, comment il s'appelle? De Lawrence Fishburne dans les films. Un peu, ouais. Ça rappelle un peu ça. Mais en fait, il y a une scène, et puis c'est fini, et en fait tu la vois plus de l'épisode, et je suis en mode, mais arrêtez d'introduire des persos comme ça pour rien, genre, parce que ça se trouve, elle va revenir pour l'épisode 3, mais elle va revenir en 2 secondes, je suis sûr, et puis voilà, quoi. Et il y a pas mal de trucs comme ça qui sont pas bien. La flic, oh là là. La flic, elle est, au début, j'ai oublié déjà pourquoi elle est aussi obsédée par cette affaire, je ne sais plus. Je me souviens un peu pourquoi elle est, et genre, au début de l'épisode, on a 10-15 minutes sur elle, et elle disparaît. Après, dans les 45 minutes, elle est plus là, on la voit plus, de la série, quoi. Il y a un moment vers le milieu de l'épisode où elle est là, elle va voir l'autre flic, là, chez lui, où il est chez sa famille. Enfin, il est en train de jouer avec ses enfants et tout. Mais après, on la revoit plus, ouais. Et toi, les personnages, ils t'ont pas saoulé, enfin, pas saoulé, mais en tout cas, ils t'ont pas, passé à travers, quoi. Ah bah complètement, hein. Sur le coup, il y en a aucun qui m'a attaché. Il y a aussi un violoniste là dans l'immeuble. Ah ouais, putain. Jeune là. Mais ça se trouve, il était dans l'épisode 1, on l'a pas remarqué. Tu crois? Non, c'est possible. Et ouais, non mais je crois que je vois de quoi tu parles avec le dojo. En tout cas, il y a à 20 minutes de la fin, il y a genre un arc qui s'enclenche, j'ai pas compris, avec la meuf noire là et ouais. Et sur le coup, j'ai dit, mais pourquoi vous racontez ça à 20 minutes de la fin? J'ai même pas compris qu'est-ce que ça venait nous raconter, sur le coup, vraiment. Attends, je vais te dire, vraiment, j'ai vu le truc hier, je me souviens plus c'est quoi le truc qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle se bat contre, en fait, t'as un gamin. Ah oui, mais avec le mafieux asiatique. Ouais. Mais on a l'impression que ça a rien à voir avec l'intrigue. Bah, c'est ça. On a l'impression que c'est hors du temps, ce moment-là. On a l'impression que ça a rien à voir avec l'histoire, ça a 20 minutes de la fin, je dis, mais pourquoi il me raconte ça? Je comprends pas. J'ai pas compris pourquoi Mel Gibson il a tué le violoniste en vrai. Ah ça j'ai cru comprendre ça pour le coup. Ouais. Ça je pense c'est parce qu'il aime bien posséder les gens et que comme le violoniste il a proposé à l'autre de partir, c'est comme un jaloux ah oui, OK. Qui veut s'accaparer les choses, il est en mode il veut te prendre à moi, dans sa logique et donc du coup il le tabasse mais bon j'en parle, vas-y, qu'on continue. Ouais, non, mais sur le coup, ça a été compliqué. Ouais, je me suis ennuyé. Sur le coup, j'ai vu les minutes passer. J'ai regardé plusieurs fois la barre sur le coup du timecode, quoi. Et ouais, et puis ouais, bah le personnage que tu dis là, donc la femme qui va voir, ils te font tout un truc en mode. Ouah, c'est un fantôme et tout. Sur le coup, c'est super compliqué de s'intégrer dans son gang ou je sais pas quoi. En fait, il la trouve en 2 secondes. Ouais. J'ai fait, oui, d'accord. C'est très étrange. C'est pas si compliqué que ça, quoi, sur le coup. Non mais et ça aussi, on a l'impression que c'est pas dans le même, ça a rien à faire là, quoi. Oui, c'est vrai. Je sais pas au final pourquoi. Mais en fait, il était là pour qu'elle l'aide, et je pense qu'elle va l'aider dans l'épisode 3. Enfin, si elle l'aide pas dans l'épisode 3, ça, c'est un truc de fou, comme c'est n'importe quoi, tu vois. Mais, je pense qu'elle va l'aider vite fait, mais c'est un personnage tellement esquissé, genre, je peux pas m'impliquer dedans, quoi. C'est comme le personnage aussi, tu sais, il y a une femme avec un masque, là. Oui. Une méchante, on dirait genre une méchante, mais celle qui travaille pour la main, enfin pas la main, mais c'est marrant, la table, la grande table, ouais. Mais c'est marrant, j'ai fait ce lapsus. Mais oui, c'est la table, en gros, c'est ceux qui dirigent tous les Continental de toutes les régions, une sorte d'organisation secrète d'assassins et tout. Et je trouve que c'est horrible la scène où elle fait un truc, parce que Mel Gibson, on le voit quasiment pas dans la série. Et là, des fois, on le voit, il se fait mettre à l'amende et tout, ça le fait réduire tellement sa menace, tu vois. Bon, il se rattrape un peu sur la fin où il tabasse, mais il tabasse un violoniste. Le pauvre violoniste, un gamin violoniste, quoi. Bon, voilà, même si la scène elle est sympathique, elle est brutale, mais
enfin c'est tellement inutile enfin pour moi le but c'était de vraiment construire Mel Gibson comme le vrai méchant, mais on le voit tellement peu, et vu qu'il se fait réduire quand on arrive à l'écran, je peux pas vraiment le prendre au sérieux, même si il joue très bien. Oui, parce que l'idée c'est, enfin je pense que la série se finit comme ça, c'est Winston qui tue Cormac et qui devient le boss du Continental, quoi. De toute façon c'est ça, je pense que c'est un autre problème de la série, il y a aucun suspense, hein. On sait tous comment ça va finir, hein, cette série. Ah oui. On sait qu'il va finir par lui prendre sa place, hein, depuis le début, mais et ce qu'il y a entre, de toute façon, c'est pas si intéressant, quoi. Et le vieux là avec son père, on l'avait pas vu avant, si? Quel vieux? Le sniper. Ah, le sniper. Non, lui on l'avait pas vu avant. Je me suis dit putain, quand je l'ai fait la première fois avec son saucisson ou je sais pas quoi là, je sais plus s'il a une baguette ou je sais plus, il fait un pique-nique avec un béret. Je suis sûr ils vont nous dire des Français, mais en fait ils disent pas ça. Donc c'est peut-être être un Français, ouais. Enfin bref, et même là il y a 2 scènes d'action. Qu'est-ce que t'en penses de ces scènes d'action, Ista? Alors attends, il y a celle où il y a la meuf qui se blague sur la voiture. Il y a quoi? Il y a la petite amie de son frère là, de Frankie, qui se bat après dans le cinéma. Tu sais, là. Ouais, ça je la trouve pas trop mal, moi, celle-là. Ouais. Je trouve sympa. Après, les deux sont pas horribles en fait. Hein. Je trouve ça fait un peu John Wick du pot, mais en fait, elles servent à rien. Elles servent vraiment à rien ces séquences, quoi. C'est mais vrai, j'ai passé 1h30 à un truc, ils se battent pour rien. Et en plus ça dure même pas 1 minute, quoi. T'es en mode bon, qu'est-ce que je regarde? Du coup on s'ennuie terriblement dans cette série. Ouais. Pourtant, moi je trouvais que le premier épisode, l'intro commençait bien, mais ouais, plus ça avance, moi ça me plaît, quoi. Il y a que la photo qui est pas dégueu, je trouve. Enfin, c'est pas dégueu. C'est agréable à suivre, tu vois, même les mouvements de caméra, ils sont assez agréables, ça cut pas trop, je trouve c'est même la DA est plutôt bonne, ça fait un peu polar noir de mafieux des années 70 et tout. Je trouve ça sympathique, tu vois. Mais en dehors d'un aspect plastique assez sympathique, il y a rien du tout. Ouais, mais ça c'est sympa, mais le problème c'est que moi ça me sort de, j'ai du mal à me dire que c'est l'univers de John Wick, je le disais déjà dans le premier épisode, et ouais, c'est toujours le cas, quoi. J'ai beaucoup de mal à me dire ouais, c'est l'univers de John Wick. Ouais. Parce que c'est filmé différemment et tout, donc je sais pas, ça me perturbe un peu. Bah, faudra déjà qu'il y ait des scènes d'action pour ça rappeler un peu John Wick. Et il y en a pas, quoi. Après, je vais être un peu positif. On espère que le dernier épisode, vu qu'ils vont s'attaquer au truc, ça va être que ça, quoi. Là, j'espère qu'ils vont se lâcher, quoi, parce que s'ils se lâchent pas là, enfin, je pense pas qu'ils prévoient de faire une saison 2. Enfin, faut être fou. J'espère pas qu'ils vont faire une saison 2. Mais ouais, je trouve que c'est un échec cuisant et ouais, on verra ce que ça donne de ce dernier épisode, mais je suis pas très enthousiaste. Ouais, moi non plus. On verra. Hein. Après, si c'est que de l'action, moi, ça pourrait être sympa. Ouais. Si c'est pas encore que de la parlotte comme là, c'est tombé. Hein. La parlotte pour rien dire. Oui, en plus, c'est surtout ça. Encore, c'est Breaking Bad, c'est beaucoup de parlotte, mais c'est intéressant. Mais là, ou Succession. Mais là, bon, ils disent pas grand chose. Sur le coup, ouais. En plus, il y a 500 plans, j'ai l'impression, j'arrive plus rien à suivre. Je tiens à dire qu'Ista vient de comparer The Continental à Succession et à Breaking Bad. Et ça, c'est fort. Ah, je parle des bonnes séries, quoi. Ouais. Ouais, bon, après, moi, Succession, je sais pas si c'est comme ça. Je dis ça pour... Bien, croyez-moi, c'est génial. Et bah, écoute, moi, j'ai plus rien à dire, on a plus rien à dire sur The Continental. Non, mais j'avais déjà rien à dire à la base. Non, Puis, pour l'instant, ne regardez pas cette série. C'est ça que je pourrais vous dire. Mais voilà. On va passer on reste sur Amazon Prime pour le coup, parce que c'est diffusé aussi sur Amazon Prime. On va vous parler de le spin-off, du spin-off de The Boys, Gen V. Don't answer that, it's fucking rhetorical. It's just a matter of time before they find out about everything else we're doing. If the woods is exposed, we all have a big, potentially fatal problem. It's lights out. You're fucked up. I'm fucked up. The one thing that is really apparent now is that we are all fucked up. It's lights out. Les vies mouvementées de super-héros en devenir dans une école ultra compétitive gérée par Voight International, où leur résistance physique, leurs hormones et leurs limites sont testées au quotidien.
à la clé des contrats pour les meilleures villes. Et oui, c'est le synopsis de Gen V, le spin-off de The Boys. Alors, ça m'a pas déplu. J'ai regardé ça, j'ai trouvé ça sympa. Mais comme j'ai une aversion pour les trucs un peu teen, sur le coup, j'ai un peu de mal avec un peu ce qui est teen, série un peu teen. Bah, j'ai pas accroché de ouf au personnage non plus là de cette série. Même si je vois qu'il y a des thèmes intéressants, je trouve, sur des choses qui sont beaucoup à l'adolescence. Par exemple sur le suicide, sur la mutilation, sur comment dire, genre la boulimie et l'anorexie. Il y a des trucs comme ça qui touchent beaucoup la jeune population, quoi, qui sont intéressants. Et j'aime aussi le fait que tous les pouvoirs ont des contreparties, que en fait tu peux pas les, quand tu les utilises, il y a toujours un truc de merde derrière, quoi, sur le coup. Ouais, c'est plutôt pas mal ça dans la série, parce que c'est chaque pouvoir c'est en relation avec le mal-être d'un des adolescents, les troubles alimentaires, en fait. Pour la coloc Amy, non, je sais plus son nom. Emma, c'est ça. Le personnage principal, c'est littéralement des scarifications qu'elle se fait. Il y a un personnage qui peut se transformer en homme ou en femme, donc, et son personnage est... transidentité, quoi. C'est ça, exactement, qui est lié à ça. Et ça, je trouve qu'ils ont plutôt bien lié les pouvoirs à ça, et c'est plutôt sympa, je trouve. Ah, voilà, je trouve ça donne... il y a quelques trucs sympas. Genre là, tu parles du personnage avec la transidentité, il y a une scène avec ses parents qui est, je trouve, plutôt intéressante, tu vois, sur, une personne trans, avec ses parents. Il y avait ça un peu dans Sense8 aussi, Et ouais, je trouve ça plutôt intéressant, mais ouais, après bon, il y a du gore, c'est rigolo. Voilà, on est bien dans l'univers de The Boys, quoi. Et sur le coup, pour moi, ça se regarde, mais je suis pas en mode c'est génial. Pour moi, c'est pas au niveau de The Boys, parce que dans The Boys, t'as des personnages comme Butcher ou comme Homelander qui crèvent l'écran, et là, je trouve pas qu'il y ait des personnages qui crèvent l'écran. Je suis d'accord. Après, il y a 3 épisodes qui sont sortis. Je rappelle, on n'y est pas encore. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. En fait, j'ai beaucoup aimé le premier épisode, en fait. Le premier épisode, je trouve vraiment pas mal, parce qu'on découvre un peu le campus, c'est un peu comme The Boys. Au début, on est avec Starlight et on découvre l'univers de The Boys. Là, on découvre le campus, et je trouve qu'ils ont bien intégré l'aspect super-héroïque dans une série teenager, tu sais. Genre, il y a le stade, et le stade, il le change en truc de démonstration, de truc de pouvoir, au lieu de sport, tu vois. Il y a pas mal de trucs comme ça, je trouve que ça marche bien. Et puis on découvre avec le perso principal tout cet univers, comment ça marche, et la fin de l'épisode, elle est assez efficace comme pilote, et du coup ça donne envie quand même de voir ce qui se passe, parce que le premier épisode est assez choc à la fin. Enfin, en tout cas, je m'y attendais pas du tout. Mais alors les épisodes 2 et 3, je trouve que ça s'essouffle un peu quand même, l'histoire, mais pour le coup, je trouve que la série, dans ses thématiques, elle les traite bien. C'est ce que t'avais dit, parce que ça met bien les thématiques adolescentes dans le truc, parce que The Boys traitait quand même de thématiques, de certaines thématiques. Je pense par exemple à Starlight, comment les grosses entreprises s'accaparent son image et ses combats pour en faire du profit. Là, il y a un peu de ça où il y a un moment, je crois que c'est un investisseur qui veut s'accaparer les traumas comment elle s'appelle, c'est sa coloc, tu sais, qui parle avec sa mère, et au bout d'un moment, il y a c'est Emma. Oui, c'est ça, ça s'appelle Emma, qui je t'ai demandé tout à l'heure. Oui, mais j'ai une mémoire de poisson-rouge. Emma qui se retrouve avec des investisseurs, en fait, qui veulent, et on veut lui proposer une télé-réalité, et on veut jouer sur ses traumatismes, en fait, sur ses troubles alimentaires, et c'est comment une grosse entreprise peut s'accaparer les traumas de quelqu'un et les combats personnels de quelqu'un pour en faire un produit mercantile. Et ça, je trouve que ça marche bien. Ils l'ont bien intégré au côté teenager, parce que The Boys avait déjà ça, par exemple, avec Queen Maeve. Par exemple, Queen Maeve qui a été c'est une super héroïne qui est homosexuelle. Lesbienne. C'est ça. Et en fait, dans la série, au début, elle doit le cacher parce que c'est défini comme déviant par l'entreprise. Et une fois qu'elle fait son coming out et que c'est plutôt bien reçu, ils veulent mettre ça en avant. Donc ils utilisent
ce qu'ils détestaient avant pour en faire un produit mercantile, et c'est exactement la même chose, sauf que c'est des problématiques de teenagers. Et ça marche super bien, je trouve. Les personnages, je les trouve plutôt attachants, parce qu'ils sont pas caricaturaux. Quand ils sont arrivés dans le truc, dans le office, je me dis, oh alors lui, là, au début, ouais, c'est le beau gosse numéro 1 avec sa nana, c'est la peste. Golden Boy. Ouais, et c'est le groupe des Golden Boy, et l'ado, et là, sa coloc qui est un peu ratée et tout. Et en fait, pas vraiment, parce que on les découvre assez vite, tu vois. Et en fait, le beau gosse numéro 1, tu te rends compte que c'est pas un gros connard, tu sais, forcément. Sa copine non plus, tu trouves que c'est pas du tout une peste, même, c'est pas du tout ça, quoi. Elle est pas du tout dans les archétypes. Et ça, je trouve ça sympathique. Donc, je les trouve plutôt intéressants. Mais je trouve que les intrigues de certains personnages, dont Emma, qui est une des meilleures intrigues en termes de thématique, tu vois, elles sont intéressantes, mais elles sont hyper déconnectées de l'histoire principale. Genre, on suit quand même une histoire et surtout que l'histoire principale, je la trouve pas très intéressante, tu vois, genre c'est une histoire de complot avec Voight, enfin c'est des trucs qu'on a déjà vu dans The Boys, quoi. Et en fait, tu suis ça et en parallèle, t'as les petits pas les petits problèmes, c'est des gros problèmes, mais les problèmes d'Emma avec ses troubles alimentaires et tout, qui a rien à voir avec le fait qu'il y a il y a un gros complot de Voight avec un putain de complexe en bas, tu vois, en dessous de l'école, tu vois. C'est assez séparé, mais bon, je pense qu'ils vont relier tout ça vu la fin des derniers épisodes. Et l'actrice principale, que je trouve, pas en termes d'acteur, mais en termes de personnage, je trouvais assez intéressant, tu vois. Elle se fait un peu effacer, je trouve, surtout dans le dernier épisode. Je la trouve assez effacée. Les autres, en tout cas, prennent de l'essor, donc c'est peut-être un peu positif. Mais elle, j'ai peur qu'elle soit le personnage, finalement, qui est peut-être le moins intéressant de tout ça, quoi. Parce que il y a le mec qui est fait parmi Deka Cool, qui était le pote du beau gosse numéro 1 du lycée. Lui, il devient assez intéressant, ouais. Ouais, parce qu'il y a tout un problème avec son père, qui a tout un poids vis-à-vis de ça. Ils ont tous un parcours. Elle, son parcours, il est pas encore complètement défini. Ce qu'elle vit, et bon, on verra comment ça se passe, mais ça m'a pas trop convaincu pour l'instant. Son personnage, je parle. Son personnage. Ouais, je suis assez d'accord sur le coup. C'est vrai que sur le dernier épisode, elle est un peu effacée. À voir après l'histoire avec sa sœur et tout. Mais t'as pas eu ça que le premier épisode, enfin, en tout cas, que ça allait un peu en descendant quand même. Si, ouais, si. Moi, il y a que la fin de l'épisode 3, je me suis dit, ah oui, ok, là, on rentre dans un autre truc. Enfin, ça va peut-être bouger un peu plus, ça va être sympa, quoi. Mais là, sur le coup, je crois qu'il y a que 8 épisodes la saison. Donc ouais, le prochain c'est déjà la mi-saison, quoi. Ouais, bah après je trouve pas que la série est lente, tu vois, mais bon, je sais pas que c'est incroyable. Mais j'ai vu des sur Twitter là, Cryptic Daily qu'il a sorti les durées des épisodes, des prochains épisodes de Gen V, et les derniers, il y en a 2 ou 3 qui sont courts, hein, qui font 35 minutes, un truc comme ça. Ah ok, ils font la méthode Disney+. Ça y est. Ouais, écoute. Parce que le générique il est long, hein. J'ai vu les génériques sont longs. Ouais, je crois que le final fait 35 minutes, un truc comme ça. Ouais, okay. C'est étonnant, quoi. Ouais, bon, plus pour un final. Mais bon, écoute, on verra. Mais ouais, je préfère quand même The Boys. Pour moi, The Boys est largement au-dessus. Après, c'est un spin-off sympa, quoi. Mais pour moi, ça reste au niveau de sympa. Bah, là, The Boys a des années-lumière au-dessus. Parce que même, certains trucs, c'est quand même déjà vu, même si c'est bien fait, tu vois, comme j'ai dit, le fait qu'une entreprise s'accapare les trucs, on a déjà vu ça dans The Boys, et même le côté implantation, enfin, tu sais, tout l'univers super-héroïque, je trouve qu'il avait super bien mis dans The Boys. Les films avec les super-héros, les Kids of Shazam, enfin, il y avait tout un truc et là, je trouve qu'ils le font bien dans l'épisode 1, mais après, en fait, c'est bizarre ce que je veux dire, mais le côté teenager à la fac est pas poussé du tout, quoi. Genre ils étudient pas, ils ont pas de vie d'étudiant, en fait. Tu sais, j'aurais jamais cru dire ça, hein, mais, parce que moi aussi je suis pas très fan des trucs teenage, mais là pour le coup ils ont pas vraiment une vie d'étudiant, c'est direct, bam, hop, elle est propulsée dans le top et puis ça part en coiffer des galas. Ouais, c'est ça, elle fait des galas, des interviews, des machins, ouais, c'est vrai, hein. Et c'est pas fou, quoi. Et les combats sont pas fous. Les combats, il y en a qu'un ou deux, mais c'est pas terrible. Ouais, je suis d'accord. Bah, du coup, ouais, je pense qu'on a fait le tour de Genevieve et des sorties de la semaine. Et maintenant, c'est la chronique box-office. Ok, bah, en chanson. Non? Si, ça marche très bien. Ista est un très bon chanteur, faut le savoir. Mais j'ai pas chanté. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a dit qu'il chanterait pour la 100e de l'émission. Pas du tout. si, tu l'as dit.
Si tu veux. Donc on va parler du box-office de la semaine sur le coup. Donc on a eu le top 3 des films de la semaine. Donc le premier film de la semaine, celui qui est top 1 au box-office US, c'est Pat Patrouille, donc Paw Patrol The Mighty Movie, avec 23 millions de dollars pour son opening weekend. Donc c'est le double du premier film qui avait commencé avec 13,1 millions lors de son week-end d'ouverture. Bah en fait moi je connais pas du tout Pat Patrouille, mais apparemment c'est quelque chose d'assez populaire. Bah pour que le film fasse plus que les 2 films qui viennent après, c'est quand même assez fou. Alors moi j'ai 2 amis que je ne vais pas nommer, qui sont aussi des collègues. Et une fois, je me suis retrouvé avec eux, où on devait bosser sur un site. Et ils parlaient tous les deux du film Pat Patrouille parce que les deux avaient acheté un véhicule pour leur enfant parce ils ont tous les deux un gosse. Et voilà. Et sur le coup, ça a l'air d'être très populaire chez les gamins. Et ouais, donc ça a l'air d'avoir, ça cartonne là, ça fait le double. Donc voilà, c'est le plus gros succès de la semaine. C'est fou. Ce truc, je connais pas du tout, c'est aussi populaire. Ouais. Ah si, ça fait un moment que ça existe maintenant. Bah, je sais que voilà, c'est un des trucs de dessin animé et tout, mais premier du box-office, tu vois, j'aurais pas dit. Et en plus, celui-là, il s'appelle en France, c'est Super Pat Patrouille, et en fait, ils ont des super pouvoirs, c'est des super-héros. Donc tu vois, les films de super-héros, ça marche aussi. Putain. Quel enfer. Et ce film, il a dépassé Saw. Et oui, parce que le deuxième de la semaine, c'est Saw X, qui est sorti aux États-Unis, qui sort dans 3 semaines, 1 mois chez nous, et il fait un démarrage à 18 millions de dollars, avec un budget de 13 millions, donc bon, de toute façon, ça c'est des films d'horreur, on connaît, ils vont se rembourser, là c'est la spéciale, et il bat Jigsaw, la dernière entrée de Saw, qui avait engrangé 16 millions en opening, mais moins que Saw 3D, du coup, le plus gros démarrage de la saga, avec 22,5 millions. On verra jusqu'où ça va. Et en plus, le film a des très bonnes critiques. Il y a je sais pas combien sur Rotten Tomatoes et tout. Je suis assez surpris. Ouais, c'est clair. Ouais, Saw 3D, c'était censé être le final à l'époque, je crois, de la franchise. C'est pour ça que ça avait pas mal marché, je pense. Mais ouais, sur le coup, bon, 18 millions de dollars, c'est quand même pas mal. Et ouais, par rapport à un budget de 13 millions, sur le coup, ouais, il va vite se faire rembourser, quoi. Sur le coup, c'est vrai que, bah, tu comprends pourquoi les studios, ils font beaucoup de films d'horreur, parce que c'est clairement, au niveau rentabilité, ça fait partie des meilleurs produits, quoi. En tout cas, c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi il sort 1 mois après en France, parce que... C'est très bizarre, ça, hein. Comme quelqu'un me l'a fait remarquer, dédicace à Luc, si le film il sort en VOD dans genre 1 mois et demi, genre le film il va se retrouver sur internet en 2 semaines après sa sortie chez nous, quoi. Ouais, ça se trouve même avant, enfin, je sais pas, mais ça peut aller vite, hein. Bah ouais, c'est ça le truc, donc bon. De toute façon, bref. Même de la sortie en France, il va sortir en VOD, enfin on verra. Oui, mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a des films, c'est par exemple Shazam 2 cette année qui sont sortis même pas 1 mois après leur exploitation en salle aux États-Unis, quoi. Je pense que le choix il est fait par rapport au, peut-être ils veulent faire des sens pour Halloween, quoi, mais bon, étonnant quand même, quoi. Ouais, bon, on verra comment ça se passe. Et donc en troisième, on a The Creator. Donc c'est un démarrage plutôt décevant, avec 14 millions de dollars. Il fait moins que Ad Astra qui avait commencé avec 19 millions. Il fait un peu mieux que Chappie qui avait commencé avec 13,3 millions. Et il fait moins que Jupiter Ascending qui avait fait 18,3 millions. Et à l'international, par contre, il marchait un petit peu. Il fait mieux en tout cas que sur le territoire US. Il a fait 18,3 millions de dollars sur 50 territoires. Donc sur une durée de 5 jours parce que chez nous les sorties, c'est le mercredi, quoi. Et donc ça fait donc qu'il a un opening weekend pour le box-office mondial de 32,3 millions de dollars pour un budget de 80 millions. Je pense que ça va être dur en vrai à rembourser, même si on dit il a un petit budget pour ce que c'est. Bah, s'il doit faire 3 fois 80 millions, je crois que ça va être compliqué quand même, hein. Alors ça fait peur parce que bon, Ad Astra c'est un film de SF aussi, mais même si il a pas moins en tout cas cette étiquette blockbuster divertissement, s'il a fait plus et que c'était un four, hein, Ad Astra il a coûté à peu près peut-être à 10 millions près, mais il a coûté à peu près aussi cher que le film, il a rapporté plus, sachant que Ad Astra a été un four et je crois qu'il a rapporté genre 130 millions. Je pense que s'il fait moins que ce film-là, ça serait chaud quand même. Donc ouais, c'est pas un bon démarrage, quoi.
Non, c'est pas du tout. Peut-être qu'avec le bouche à oreille il va monter, mais c'est pas sûr, quoi, sur le coup. Ouais. Puis Ad Astra, il avait, c'était Brad Pitt. Oui. Ad Astra, ouais. Donc il avait une star, quoi, en premier rôle quand même. Et là, alors que là, bon, John David Washington, c'est pas une star, quoi. Donc je sais pas. Ça a l'air, moi, je pense que ça va pas. Parce que là, il fait moins qu'un démarrage qu'un Shazam ou qu'un Blue Beetle. Hein. Donc ouais, bah après, ouais, bah c'est dommage. Il a pas pu avoir la promo aussi, ouais. qu'il aurait pu avoir. Je pense qu'avec de la promo, il serait remboursé le film s'il avait pu. Donc bon, c'est chaud, quoi. Parce qu'il y a Gareth Edwards qui a fait des interviews. Moi, j'en ai vu quelques-unes ouais. passer. Donc il y a Gareth Edwards qui fait des trucs. Pas comme il y avait des grèves, il y avait que lui qui pouvait faire vraiment la promo du film. Mais ouais, sur le coup, bon. C'est pas très encourageant, moi, je trouve. Et puis même, les studios aussi voient que ça marche pas, alors que là, c'était un truc original et tout. Ouais. Bah, ils vont se dire, on va continuer à faire des suites, des franchises, tout ça, quoi. Donc, bon, dommage. Ouais, ça fait peur. Après, bon, faut voir si peut-être ça va. C'est comme cause de grève. Ils vont pas trop bon, de toute façon, je dis ils vont pas trop, ça fait 20 ans qu'on n'a pas de produits originaux, donc dans tous les cas, ça va pas changer grand chose, je pense à la vision des studios, à ce niveau-là, mais c'est dommage parce que le film il est fini, pour le coup, et il est beau, et je trouve que c'est un des meilleurs blockbusters de l'année. C'est dommage. On est d'accord. Et, sur le coup, bon, dans le top 10, il y en a, qui est 9ème et qui est récent. Sur le coup, c'est un énorme flop. Alors pour son second week-end, donc c'est Expendable 4 qui pour son second week-end, donc il a fait seulement 2,5 millions de dollars et il est actuellement à 13,3 millions. Donc sur le box-office US et ça fait 2 millions de moins que le box-office du premier week-end de Expendables 3. Et on estime donc une fin entre 16 et 19 millions de dollars pour le box-office US, alors que le film a coûté un budget de 100 millions de dollars. Ouais, donc celui-là c'est chaud. Compliqué. Hein. Ouais, celui-là c'est mort sur le coup. C'est très chaud. Nous on l'a dans une semaine ou deux. Je ne sais plus quand il sort, parce que je crois qu'il sort pas la semaine là. Il doit sortir la semaine d'après, il me semble. Ce projet, de toute façon, je crois que tout le monde s'en fout. Je crois que les studios aussi, vu le marketing, s'en fout. Et je crois que même les acteurs, ils s'en foutent, parce que quand j'ai vu la bande-annonce, je crois qu'ils étaient pas droit dedans. Donc, et ça a l'air d'être un cauchemar, ce film. On vous en parlera peut-être sur la nuit des sorties, quand il sort, si on a le courage. Parce que je sais pas si on a le courage de voir. Je sais mais ouais, enfin, j'ai même pas vu le 3, moi. Bah, t'as pas besoin. Pas besoin de voir, il était pas fou. Voilà, pour le box-office de la semaine, c'est rempli de flops, qui voilà, mais aussi à part pas de patrouille. C'est vrai, et Sodis qui arrive, qui va sûrement tout défoncer aussi. Mais il y a quand même pas mal de flops. Et on va passer aux sorties de la semaine prochaine. Ista. Oui, bien sûr. Ouais, moi j'ai un petit film qui m'intéresse la semaine prochaine, enfin la semaine qui arrive. Mais tu l'as déjà vu. Effectivement, mais c'est pour ça que je voulais faire un petit suspense et tout. Ouais, ça s'appelle Le règne animal de Thomas Kelly. Je sais pas comment dire son nom. Je suis désolé si je l'écorche. Qui avait fait Les Combattants. C'était un super film avec Adèle Haenel sur un genre de passage à l'âge adulte. Et ici, on retrouve Le règne animal. Donc c'est un film de science-fiction français. Et oui, parce qu'on en fait aussi en France. En fait, Le règne animal, c'est l'histoire de Romain Duris et son fils qui sont dans un monde où il y a des personnages, des humains en tout cas qui se transforment, qui mutent et en animal en fait. Donc il y a un personnage qui va se muter en genre de faucon, donc il va avoir des plumes et il va commencer à se transformer en animal tout simplement. Et dans ce genre de monde là, donc c'est un film de SF, il y a son fils qui va développer une mutation du coup, et on va suivre le fils qu'on va découvrir se transformer petit à petit. Et c'est un genre de film qui parle du racisme, donc ces personnes qui vont subir ces mutations vont subir, mais aussi c'est aussi un passage à l'âge adulte avec le personnage du fils. Et c'est un super film de SF parce que déjà tous les effets spéciaux sont des effets pratiques, quoi. C'est du maquillage en tout cas, et c'est des prothèses et c'est super bien fait. Hein. Même il y a quelques séquences où ils utilisent des effets spéciaux numériques, mais franchement c'est quasiment invisible, quoi. Ça vaut vraiment le coup.
d'aller voir. Il est super le film et je pense qu'il va plaire à tout le monde, donc j'encourage les gens à le voir. D'accord, je suivrai ton conseil et j'irai le voir. C'est bien. Voilà. Qu'est-ce qui sort aussi cette semaine? Eh bien, il y a du Marvel sur le coup. Ça faisait un petit moment, donc moi ça me fait toujours plaisir d'avoir un peu de Marvel, donc voilà. Il y a la saison 2 de Loki qui arrive vendredi. Donc c'est la suite de la saison 1. Et on espère que ce sera bien parce que l'année Marvel, j'avoue que cette année l'année Marvel est pas ouf parce que sur 3 projets qu'on a eu, il n'y en a que un de vraiment bien parce que Ant-Man 3 c'était pas terrible, Secret Invasion c'était pas bien et Guardian c'était chouette. Donc on espère que Loki saison 2 qui est considéré aussi comme la série Loki comme la meilleure série MCU, on espère qu'elle va continuer à garder cette qualité-là, quoi. Et moi j'ai assez hâte de voir, de retrouver Owen Wilson et Tom Hiddleston, parce que Tom Hiddleston aussi je le trouve génial, voilà, j'adore. Et puis il y a des nouveaux comme Ke Huy Quan, j'ai hâte de voir et ouais, moi je suis très chaud, j'ai hâte que ça commence. Bah oui, on vous en parlera la semaine prochaine, très certainement. Ouais. Enfin, du coup, oui, la semaine prochaine, on vous parlera de la fin d'Ahsoka et le début. Et les débuts de Loki. Ouais, exactement. Et ça va, c'est du Marvel. J'aime ça. C'est ça. Ça, c'est les trucs préférés d'Ista. Écoute, il y a aussi Lupin, la saison 3, qui sort sur Netflix. Alors là, je suis plus dubitatif sur est-ce que ça va être bien ou pas, parce que j'ai vu les 2 premières parties de Lupin. J'ai pas été conquis, disons, par ces saisons-là. Le jeu d'acteur, même l'action, tout ça, la tension, je trouve, même l'histoire, j'étais pas très fan. Maintenant, ça se regardait, c'était, Omar Sy, j'ai un peu de sympathie pour l'acteur. Je sais pas si je regarderai, mais je regarderai peut-être, et on verra. Je me rappelle que la saison 1, elle avait cartonné et que il y a des gens qui achetaient les bouquins, tu sais. Oui. C'est de Lupin et tout. Avec les polémiques nulles aussi, on s'en souvient. Oui. C'est souvent comme ça avec les saisons 1, j'ai l'impression, je me rappelle que The Witcher aussi, ça a fait acheter The Witcher 3 à pas mal de monde quand ça avait commencé et tout. Mais... Ouais. À voir si, j'ai l'impression qu'ils ont du mal j'en parlais déjà, je crois, la dernière fois, que Netflix, ils ont du mal à garder les hypes sur leur série. Là, Lupin, je trouve que, on s'en parle pas beaucoup, en tout cas, donc à voir. Après, c'est les Américains surtout qui étaient à fond sur la série. C'était là-bas qu'elle avait cartonné de fou. En France aussi, mais pour le coup, c'était surprenant qu'aux États-Unis cette série marche de fou. Donc, faut voir ce que là-bas ils vont. Parce que je crois qu'ils l'aiment beaucoup, comme Emily's in Paris ou des trucs comme ça. Donc peut-être que ça va cartonner. Écoute, on espère pour Omar Sy. Ouais, mais pour ma vision, je sais pas si c'est bien, quoi. Enfin bref. Bon voilà. C'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à lâcher les 5 étoiles, le pouce en l'air, à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc @la nuit des sorties sur Twitter et sur Instagram. Exactement. Faites tout ça. Puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour les prochaines sorties et les prochaines actus. Salut.